Voilà, on va attendre un petit peu que des gens se connectent. Bonsoir, bonsoir. On attend un petit peu. Bonsoir. Bonsoir Guillaume, bonsoir Nicolas, bonsoir Laurent. On va attendre un petit peu que ça se connecte. Xavier est en vacances, donc Xavier, il a mis un fond d'écran fabuleux. Ouais. Ouais. Bonsoir, bonsoir. Il est 21h01. Sur le récif, on est à l'heure. On va attendre un petit peu que ça arrive. Son, image, nickel. Merci Christophe, super. Ah, c'est bien, ça vient. Voilà. Salut Mimi. Alors il y a Mimi là. Jean-Louis, il est où? Il est parti? Ah ben je sais pas, là tu sais, j'essaye de voir. J'ai plus ta vidéo, Jean-Louis. Impossible de démarrer la vidéo. Je sais pas pourquoi. Ah 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 bon? ah. Ah, tu vois, ça a marché, mais ça marche plus. On était bien tout à l'heure. Il y a Hmm. Mimi qui regarde et il te souhaite le bonsoir. Alors attends, désactiver. Ah, je sais pas pourquoi. Couper mon audio vidéo. Je sais Demandez à pas. démarrer la vidéo. Voilà, j'ai demandé à démarrer la vidéo. Ouais. Ça J'ai mis. démarre chez toi, Jean-Louis? Non, je sais pas pourquoi. Bonsoir, Alors, bonsoir. On attend que Jean-Louis, qui nous fait le plaisir d'être là, essaye de je régler son problème de vidéo. sais pas pourquoi. Ça y est. Ta caméra est pas désactivée? Ah, je vois pas ce qui s'est passé. Encore une fois, j'ai pas trouvé. Impossible de démarrer la caméra vidéo. Les paramètres. Ben, bon, écoute, je vais essayer de voir. Les paramètres, c'est ça. Xavier, t'es là, toi? Ouais, ouais. Ouais, comme tu bouges pas, je me suis dit, merde, il est parti Non, non. aussi. J'essaye de. Bon, écoute, pendant que Jean-Louis règle sa Je vais peut-être caméra, essayer de alors, me déconnecter pour me reconnecter, je sais pas. si tu veux. Ouais. Ok, de toute façon, là, on va Hmm. démarrer le PDF de Ouais. Xavier. Et puis, bah, t'essayes de te reconnecter, Voilà. Voilà. ok? Je clique et puis. Ok. Xavier, je te laisse la main. Jean-Louis va revenir. Je te laisse présenter. Donc, j'explique un peu aux gens. Donc, il va se passer trois parties d'à peu près 12-13 minutes. C'est ça, Xavier? C'est ça. Donc, Xavier a préparé trois parties de PDF qui lui ont demandé beaucoup de travail. Donc, on va le laisser présenter le PDF. Et à l'issue de chaque PDF, à ce moment-là, vous pourrez poser les questions que vous souhaitez et on tâchera d'y répondre. On est d'accord? Ok, en sachant quand même que si tu vois des commentaires, bonjour à tous, hein, mais des commentaires, des questions de précision sur une partie, même en cours, tu peux me poser la question, Eric, hein, tu peux faire le relais. Ouais, attends, je regarde si Jean-Louis est là. Admettre, voilà. Il y a Jean-Louis qui vient de revenir. Jean-Louis Cucmel se connecte à l'audio. Jean-Louis, t'es là? Ouais, mais toujours pas de vidéo. Toujours pas de Pas de- vidéo. Bon, écoute, Ouais. c'est dommage, mais bon, ça reviendra peut-être. Xavier, je te laisse attaquer le PDF. Ok, ça marche. On y va. Attendez, ouais. Bonne soirée tout le monde. Que... Voilà, on est bien, on est en plein écran. Ok, donc tout le monde voit bien. Ok. Pour moi, c'est parfait. Jean-Louis, t'as l'image aussi? Moi, j'ai l'image, mais j'ai pas mon image. Mais bon, c'est pas bien grave. Ouais, je sais pas pourquoi ça marche pas ta vidéo, mais c'est pas grave. Ok, Xavier, on y va. Ok, on y va. Alors aujourd'hui, en fait, le thème, hein, et donc le petit document que j'ai essayé de préparer, c'est vraiment d'aborder le sujet de l'éclairage et notamment de l'éclairage LED, hein, en profitant bien entendu de la présence de Jean-Louis Cucumel, donc qui est le créateur, le concepteur des rampes LED, ce qui nous permettra en fait de compléter, on va dire, cette présentation par également son expertise, notamment sur la technologie LED. Alors, au programme Today. Tout d'abord, en fait, je vais essayer de vous
de tenter de répondre à plusieurs interrogations. La première, c'est quelle est l'intensité lumineuse qui est idéale pour les coraux? La deuxième, c'est de voir en fait justement quelles sont les caractéristiques des différentes LED du marché et comment en fait elles répondent justement aux besoins des coraux en termes d'intensité lumineuse. Le troisième sujet, c'est le spectre. On va aborder le spectre, notamment toutes les questions relatives à la lumière rouge, à la lumière blanche, à la lumière bleue, de voir leur effet en termes de biologie sur le corail. Donc pour réaliser en fait cette présentation, je me suis vraiment appuyé sur des articles scientifiques, donc ou des présentations dans les conférences MACNA américaines. J'ai également, bien entendu, lu toutes les expérimentations de Dana Riddle, qui est vraiment l'auteur américain qui fait référence sur la question de l'éclairage marin. Puis, j'ai également, je vais compléter en fait cette présentation par tout ce qui est analyse et test de rampe, que ce soit fait par Sanjay Joshi au début des années 2000, ou maintenant en fait la chaîne YouTube BRS TV qui donne vraiment des valeurs, des mesures de part de tous les éclairages extrêmement intéressantes. Et donc, de tout ça, je vais essayer de vous communiquer ma compréhension, qui est celle uniquement d'un récifaliste hobbyiste qui n'a aucune expertise en termes de biologie marine, mais qui s'y intéresse, en sachant quand même que tout ce que je vais vous dire là est validé par Alain Torté, que je remercie d'ailleurs, tout comme bien entendu, pour son expertise. Jean-Louis, tu connais Alain Torté? Oui, bien sûr, ouais. Hein, Nitrobacter. Oui. Lui, qu'on a souvent en entretien sur le récif d'ailleurs. Ouais. Xavier. Ok. Alors, premier thème, quel est le niveau optimal d'intensité lumineuse? Alors, optimal, déjà, ça ne veut pas dire suffisant ou satisfaisant, parce que là, pratiquement toutes les rampes du marché peuvent répondre aux besoins satisfaisants ou minimal des coraux. Là, clairement, ce que j'essaye, en fait, la presse que j'essaie de faire, c'est de dire comment on fait pour viser la quête de l'excellence. Donc, mon objectif, là, c'est juste de vous donner des clés de compréhension, et ces clés de compréhension passent obligatoirement par un peu de biologie. Cette première partie va durer une dizaine de minutes, va être un peu biologique, mais je pense que ça peut être intéressant pour comprendre les différents mécanismes. Alors, quel est l'effet de la lumière sur un corail photosynthétique? La première chose, vous le savez tous, c'est la nutrition du corail. Je ne vais pas rentrer dans le cycle de la photosynthèse, juste pour dire quand même que les zoozanthelles du corail, à partir de l'énergie lumineuse, des nitrates, donc des macroéléments, des microéléments et bien entendu d'une source de carbone, produisent différents composés, que ce soit du glycérol, des lipides, du glucose, de la glutamine, des acides aminés, qui sont absorbés par le corail et qui le nourrissent. Alors ça, c'est quelque chose quand même que souvent on oublie, mais malgré tout, c'est quand même fondamental, c'est que la première fonction des zoozanthelles, c'est de nourrir le corail. Après, le deuxième effet, c'est de développer la pigmentation du corail et donc lui donner toutes les couleurs folles dont nous raffolons tout. Et cette pigmentation se fait notamment par une voie dite de photoprotection. Hop. Alors, en termes d'apport, on va dire, de la photosynthèse, ce qu'on voit, c'est que globalement, bien entendu, ça dépend des coraux, environ 70% de la nourriture du corail provient de la photosynthèse. Mais qu'est-ce qui définit ce niveau de production de photosynthèse? Si on se concentre sur l'éclairage, ce qu'on voit ici, c'est la production de photosynthèse en fonction de l'évolution de l'intensité lumineuse qu'on appelle le PAR. Clairement, plus un corail est éclairé, plus ses zoozanthelles produisent de la nourriture, jusqu'à un certain point, qui est pour ce Pocillopora d'Amicornis à un niveau de 300 en termes de PAR, où après ce 300, en fait un PAR de 300, la photosynthèse diminue progressivement. Donc concrètement, si on veut vraiment se focaliser sur la nourriture du corail, pour ce corail, je dis bien uniquement pour ce corail, dans ces conditions-là, l'idéal, ça serait d'avoir un PAR de 300 pour le nourrir au mieux. Et au-dessus, ça baisse. Xavier, ça veut dire donc qu'au-dessus de 300, on rentre dans la tranche de photoinhibition en réalité. Exactement, et on va le voir justement. Alors, comment ça fonctionne? Clairement, le taux de photosynthèse et donc de production d'oxygène et de nourriture augmente proportionnellement
avec l'intensité lumineuse jusqu'à un point qu'on appelle le point de saturation, qui est, dans cet exemple théorique, fixé à 500 micromoles par mètre carré par seconde. La partie supérieure de la zone verte dans ce diagramme, c'est la zone dite de photosynthèse maximale, où il y a le plus de production de nourriture. Avec une lumière par contre accrue, les zooxanthelles commencent à entrer dans une zone dite d'avertissement, c'est-à-dire que le taux de photosynthèse commence à baisser à mesure que les forces de protection naturelle entrent en jeu et éteignent progressivement la photosynthèse afin de protéger l'appareil photosynthétique des dommages causés par trop de lumière. C'est ce qu'on appelle là, cette phase-là, c'est la phase dite de photoinhibition dynamique. Il y a quand même peu ou pas de dommages aux zooxanthelles qui se produisent dans cette zone jaune. Cependant, à mesure que les intensités lumineuses augmentent, là, les mécanismes de protection n'arrivent plus à assurer sa protection. Dans la zone rouge, les taux de photosynthèse commencent à chuter car les zooxanthelles sont endommagées par une lumière excessive. C'est ce qu'on appelle la photoinhibition chronique qui, en fait, si elle se poursuit, elle pourrait totalement détruire la capacité des zooxanthelles à effectuer la photosynthèse. Donc, dans des conditions extrêmes, les zooxanthelles deviennent vraiment un danger pour la santé des coraux et peuvent être expulsés par les coraux dans un processus qu'on appelle tout simplement le blanchiment. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chaque corail supporte un part maximal qui est variable selon les espèces et qu'il peut, malgré tout, quand même, dans une certaine mesure, adapter si l'évolution est progressive. Donc, voilà. Pour le moment, ce qu'il faudra retenir, c'est que le niveau optimal, à l'heure actuelle, d'éclairage qu'on voudrait donner en fait à nos coraux en aquarium, ça semble plutôt correspondre au point dit de saturation. Là, je suis en train de regarder le Divaricata, 77 de part. Ouais, mais ça, si tu veux, c'est des mesures faites. Ça veut pas dire que peut-être que ce corail a été pêché complètement en profondeur. Il a été remonté, toi d'ailleurs, oui, profondeur, tiens, 40 mètres. Donc ce corail, il a été pêché. Ils l'ont remonté à la surface, ils ont fait les tests de photosynthèse, et bien entendu, ce corail n'a absolument pas les mécanismes de photoinhibition qui lui permettent de résister à une lumière élevée. Je pense que tu vas y venir, mais est-ce que nous avons un mécanisme d'adaptation à des lumières plus élevées? Alors, oui, on va en parler Voilà. dans les slides qui suivent. Non, mais j'essaye d'animer, tu vois. Mais toujours avec talent, il n'y a pas de problème. Je t'en prie, Xavier. Alors. Jean-Louis, t'es là? Ah, je suis là, j'écoute, mais tu me vois pas. Non. Personne ne me voit. Non, mais c'est pour ça que je demande de temps en temps. Je pense qu'il faudrait que je reboote mon PC, mais si je fais ça, c'est dommage. Voilà, donc je vais rester comme ça, caché, tant pis. Mais oui, au principal, c'est remarque, comme ça, t'es content. Hein. Ouais, quelque part, ouais. Alors, en fait, il y a plusieurs mécanismes justement qui permettent au corail en fait de mieux supporter des intensités élevées. Alors, c'est pas compliqué. Je vais essayer de faire simple quelque chose qui peut paraître compliqué. En fait, les zooxanthelles sont capables de produire et d'incorporer des xanthophiles. C'est des molécules de couleur jaune qui sont dérivées des carotènes et qui peuvent masquer la chlorophylle et donc diminuer la photosynthèse. Ces xanthophiles, c'est ça qui est important de savoir, c'est ces xanthophiles protectrices sont produites la nuit, utilisées en journée, mais ont donc une capacité limitée. Le corail peut donc être protégé pendant une durée limitée qui est aussi bien entendu variable selon l'intensité. Si l'intensité est beaucoup trop forte, les xanthophiles vont être utilisés beaucoup plus rapidement. OK ? Ça, c'est la première protection. La deuxième protection, c'est que les zooxanthelles produisent aussi des acides aminés de type mycosporine pour se protéger des UV. Elles sont incolores, totalement incolores, et donc ça remet un petit peu quand même, ou même beaucoup, ce qu'on dit généralement, c'est que le corail se protège des UV via la coloration, via la pigmentation. C'est partiellement faux. Quand on parle de protection par rapport aux UV, la substance produite spécifique pour les UV, elle est totalement incolore. Troisième chose, il y a une troisième voie qui pour nous, nous convient vachement bien, récifalistes, c'est que le corail peut aussi produire des défenses naturelles, des pigments fluorescents ou non fluorescents,
qui donnent la couleur, en fait, qui donnent sa couleur en fait, au corail, hein, et qui ont des capacités antioxydantes. Plus le corail a développé ses pigments, plus sa capacité antioxydante est importante. Donc ça, c'est intéressant. Xavier, Ouais. excuse-moi, je te coupe dans ta concentration, mais il y a Franck qui dit que même avec toi, il faut du Doliprane. Mais pour Je suis l'instant, tout va désolé. bien. Non, Même non, peut-être tout plus va bien, qu'avec Alain. tout va bien, tout va bien. C'est vrai. Mais on va résumer à la fin de façon extrêmement simple. Donc là, au début, on rentre un peu dans ce qui est un peu compliqué, mais on finalise avec quelque chose de simple, je vous rassure. Non, mais pour l'instant, tout va très bien. Bon. Alors, au final, là, donc là, les pigments qu'on voit ici, là, par exemple, là, cette chromoprotéine pour cette Acropora millepora, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il produise ces pigments en quantité et donc qu'ils se colorent? Eh bien, c'est plutôt simple. Globalement, plus un SPS est exposé à une lumière élevée, plus il produit des pigments protecteurs, et donc plus il est coloré. Et concrètement, ça semble être sans limite. Contrairement, vous rappelez-vous, à la photosynthèse, où là, ça s'inverse au bout d'un moment. OK? Donc, plus l'intensité est élevée, plus le corail développerait des pigments. Ça, c'est selon certaines études. Mais ça va se compliquer. C'est que globalement, ce n'est pas vrai pour tous les coraux et pour tous les pigments. C'est-à-dire que pour la majorité des pigments, par exemple, vous voyez le Montipora digitata, vous voyez en fait les différents pigments de ce corail en fonction de l'intensité lumineuse. Globalement, donc ça pour ce Montipora digitata, pour cet Acropora pulchra, pour ce Cyatopora extrix, globalement, plus l'intensité en fait monte jusqu'à 400, plus la pigmentation est importante. Par contre, on ne voit pas de différence de pigmentation ou de coloration entre un par de 400 et un par de 700. Également, pour Acropora millepora, pour cette Acropora millepora en tout cas, certains pigments, par exemple le vert là qu'on appelle le P497, hein, eh ben, il est plus élevé avec un par de 100 qu'avec un par de 400 et il disparaît complètement à 700. Alors que pour ce même corail, qui comporte d'autres pigments, par exemple le P512 qui est un autre vert, hein, eh ben, en fait, lui monte progressivement entre 100 à 700. Donc, si on devait résumer, il faut un niveau de part qui soit idéal pour nourrir le corail, donc globalement pas trop élevé, idéal aussi pour développer la pigmentation, et donc potentiellement très élevé, mais qui génère un stress oxydatif qui soit supportable pour le corail et ses zoonotelles. Donc, il faut un compromis, et ce qui m'a intéressé, c'est de voir quel compromis est utilisé par les fermes de corail pour maximiser la couleur des coraux, mais aussi leur croissance via la nutrition. Est-ce que c'est clair pour le moment? Oui, tout va bien. Est-ce qu'il y a des questions que déjà je peux répondre? Non, là, pour l'instant, il n'y a rien. Les gens sont concentrés. OK. Et t'écoutent Alors, attentivement. OK. On va d'abord aller chez Worldwide Coral. Donc, un coral farmer aux États-Unis extrêmement réputé. Eh ben, globalement, il y a une intensité moyenne de 305, notamment dans la première phase, on va dire, avec de la lumière blanche, hein, parce qu'il y a deux phases. Ils utilisent deux phases. Ils utilisent le programme AB+, avec une phase avec du blanc et une phase sans blanc. Bon. Il y a une intensité maximale, donc, qui varie entre 490 à 175 selon les coraux, et donc une moyenne à 305. C'est ce qui est pour eux, leur semble idéal dans les conditions de leur aquarium, avec également tous les autres critères de pH, d'alcalinité, de nutrition, de nitrate et ainsi de suite. C'est ce qui doit certainement leur sembler comme étant idéal pour colorer les coraux. Donc un par plutôt moyen à 305. On va aller ailleurs. On va aller chez Top Shelf Aquatics, une autre ferme de corail aux États-Unis. Donc là, je vous ai mis le commentaire en fait en français d'une vidéo sur YouTube où ils parlaient à ce moment-là de cet aquarium qui est un aquarium spécifique pour le SPS. Eh ben, ils précisent qu'ils cherchent un minimum de 350 en termes de parts et ils souhaitent monter jusqu'à 700 en fonction bien sûr de la localisation sous la rampe, hein, et donc en sachant que l'éclairage est composé d'un mix de barres LED et de tubes T5. Donc globalement, on est dans un éclairage avec des niveaux largement supérieurs à ce que propose Worldwide Coral.
On va aller où maintenant? Bon, on va aller chez Jack Adams. Alors, Jack Adams, le pote de nos amis Taï et Stéphane, hein. Que vous pouvez voir en entretien sur la chaîne YouTube du Récif, car en effet, nous avons eu Jack Adams en entretien sur le Récif. Tout à fait. Tout à fait. Et Excuse-moi, donc, en mais fait, bon, il a fait vendredi dernier, en fait, une vidéo où il faisait visiter son studio. Donc, on voyait en fait un descriptif de tous ses bacs. Ça durait 1 heure, c'était très intéressant. Concrètement, sur son bac spécifique SPS, où il y avait vraiment des couleurs, mais de pure folie, il dit pousser le par à un maximum de 600. Donc, un par extrêmement élevé. Et franchement, qu'on voit les couleurs bleues et roses sont d'une intensité, mais comme rarement vu. Moi, personnellement, par contre, je vous laisse un conseil que je donne à tout le monde. Hein. Je vous invite vraiment à voir les vidéos de Jack Adams, hein, notamment la série Reef Therapy. Là, donc c'est la chaîne YouTube et le site YouTube et le site internet Reef Builder. Il a également fait une présentation avec Chris McClay, la Dacia Aquaculture, donc une autre ferme de corail, hein, sur une chaîne YouTube qui s'appelle Reef Bump, qui est une chaîne d'excellente qualité. Clairement, c'est passionnant, c'est novateur, il y a une approche hyper réfléchie. Donc, enfin voilà, allez-y. Moi, personnellement, je suis totalement fan du personnage. Troisième, ou plutôt dernière ferme de corail, eh ben, c'est Joe Coral Farm, qui est en fait une ferme de corail située près de Düsseldorf, donc en Allemagne. Personnellement, je n'ai jamais vu des SPS autant colorés, avec aussi là, des bleus, mais de pure folie, que chez Joe Coral Farm. Alors, il n'utilise que des tubes, ou en tout cas, il n'utilisait, parce que ça fait 10 ans que je n'y suis pas allé, hein, mais il n'utilisait que des tubes T5 ATI, et ces tubes étaient positionnés les uns à côté des autres, à 5 cm maximum de la surface. Et quand on connaît les mesures de part, hein, des rampes ATI données par la chaîne YouTube BRS TV, je peux vous certifier que l'éclairage est extrême en termes de puissance. Par contre, j'apporterai quand même une nuance. Il y a 10 ans, on était beaucoup plus intéressé par les SPS avec des pigments non fluorescents, comme Acropora oxymae ou des Stylophora. Aujourd'hui, la mode comme est aux pigments plutôt fluorescents. Et clairement, donc ces pigments fluorescents qui sont souvent mis en valeur par les LED bleu royal, hein, et la littérature scientifique semble aller dans le sens que pour des coraux avec des pigments fluorescents, on aurait peut-être besoin justement d'une intensité lumineuse un peu plus faible, alors malgré tout très élevée, hein, mais un peu plus faible que pour des coraux comme Acropora oxymae ou Stylophora pour obtenir le maximum de couleurs. Voilà. là, il y avait une question, le par de 600, je ne sais plus chez qui c'était, c'est pendant combien de temps? Alors, c'est une très bonne question. C'est effectivement, ce n'est pas précisé, et j'imagine que c'est pas pendant toute la durée, pendant toute la journée, parce que sinon les mécanismes protecteurs du corail, ben, on a vu comme qu'ils étaient plutôt limités en termes de durée, donc c'est certainement un pic. Par contre, ça doit quand même faire réfléchir justement sur l'intérêt de mettre des mesures, en fait, de mettre un par extrêmement élevé sur une durée peut-être un peu plus courte, mais qui semblerait aller, donc dans ce cas-là, en fait, on va développer la pigmentation au maximum du corail, mais tous les mécanismes en fait de photoprotection, eh ben, ils seront pas totalement, on va dire, réduits, puisque on a bien vu que ces mécanismes, il y a une capacité limitée. Voilà. Donc ça, c'est peut-être une très bonne solution et qu'on peut notamment faire de nos jours avec les rampes LED, alors qu'auparavant, nous, sous les HQI ou sous les rampes T5 qui n'étaient pas dimmables, en sachant que 95% des rampes T5 n'étaient pas dimmables, hein, il y a encore, voilà, eh ben, en fait, on n'avait pas cette possibilité-là. Là, il y a Yannick Devine qui vient d'arriver. Salut Yannick. Salut Et Yannick. lui si je me souviens bien, il a un par à 600 en surface de son bac. Je crois que c'est 540 de tête. Peut-être 540, nous ouais, confirmer. Par contre, j'imagine, c'est 540 à la verticale sous les rampes, sous ces hydras. C'est pas sûr comme qu'il y ait 540 partout. Puis je pense que ça dépend également de la hauteur non, du mais corail. il avait fait un tableau avec les mesures à Voilà. différents endroits, oui. C'est ça. Et je pense qu'également, en fonction de la hauteur du corail, bien entendu, ça évolue parce que le par baisse extrêmement rapidement, en fait, en profondeur, dès qu'on descend, en fait, en profondeur. Jean-Louis? Oui. Jean-Louis? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que ça t'inspire pour l'instant, tout ça? Bah, c'est très bien, très intéressant. Alors, effectivement, d'ailleurs, les questions viennent naturellement, hein. C'est vrai que entre les cycles, les différents paramètres, parce que c'est vrai que je me méfie juste un tout petit peu, parce que moi, j'ai toujours mon approche un peu client. Je me méfie des chiffres qui sont communiqués, parce que
c'est lié quand même à d'autres critères de maintenance. Et c'est vrai qu'il faut que les paramètres soient toujours très stables et toujours maintenus dans leur fourchette optimum pour pouvoir en fait supporter ces C'est flux clair. lumineux. Parce que nous, on conseille à nos clients de ne pas dépasser 450 parce qu'il y a quand D'accord. même je dirais une marge de sécurité. On pourrait dire que le blanchiment, par exemple, de la grande barrière de corail, il est quand même lié à la température. On ne peut pas dire que ça soit que l'éclairage qui provoque le blanchiment du corail. Certainement. Il y a donc un environnement qui fait que les risques vont s'accroître de blanchiment sur des intensités fortes. Et d'ailleurs, on préconisait, nous, de mettre une sonde de température qui asservissait le flux lumineux de manière à baisser conjointement la lumière lorsque la température devient trop élevée. Alors, On ça, pourrait faire ça également avec, par exemple, un excellent point d'asservissement serait le redox, par exemple, ok. dans l'aquarium. Eh ben, D'accord. et en plus, ça répond, en fait, je me remets dessus là, mais ça répond complètement, en fait, à ce qui se passe par rapport au cycle d'exantophile. Alors, je reviens dessus. Tac, tac. Ah, pardon. Faut que je m'y remette. Clairement, en fait, le cycle des xanthophiles, donc la substance de type carotène, elle évite justement au corail, en fait, à développer trop de chaleur. C'est-à-dire que tant qu'il y a des xanthophiles, en fait, c'est une voie en fait de limitation de la photosynthèse. Et quand les xanthophiles justement sont épuisés, eh bien justement, ça provoque une chaleur excessive au niveau des tissus. Donc, si tu fais ça en même temps, donc tu as une intensité trop élevée pendant trop longtemps, à un moment où l'eau est trop chaude, clairement, bah là, tu vas vraiment, tu vas exacerber les processus de blanchiment. Mhm. Et Alors, effectivement, en milieu naturel, on ne voit pas encore trop l'impact du CO2, mais je pense que l'acidification des océans et, par exemple, de nos aquariums est également un facteur aggravant, quoi. C'est clair. C'est là, clair. euh, Xavier, est-ce Alors, il y a un commentaire de Carlos Cabrera que je vais te lire parce qu'après il va passer, je vais l'oublier. La durée d'éclairement allie le par et la durée de la photopériode diurne. On peut augmenter le par et diminuer la durée et vice-versa C'est ce qu'on appelle la DLI. pour ne pas atteindre le seuil d'inhibition. Voilà. C'est ce qu'on appelle le DLI, Daily Light Intégral. En fait, effectivement, tu peux mesurer la quantité de lumière que reçoit en fait un corail pendant une journée. Et effectivement, tu peux donc diminuer cette durée de la lumière et augmenter le niveau de part. Par contre, attention, tu peux augmenter le niveau de part à un niveau quand même. Il faut faire attention aussi à ce qui est pareil que le cycle d'exantophile, hein, bah, soit pas complètement, qui est toujours d'exantophile présent. Mais Ouais, ouais, ouais. effectivement, c'est une possibilité. ouais. Ouais. Alors effectivement, ça, c'est surtout utilisé dans les serres, hein, dans les productions de végétaux. Les végétaux peuvent avoir des photopériodes excessivement longues. Ceux qui font pousser des plantes ont des photopériodes de 16 heures. Bon, un aquarium, ça va être un peu différent parce que je pense qu'on n'a pas que des coraux, donc on ne peut pas jouer sur une photopériode trop longue. Mais effectivement, c'est une approche, c'est d'augmenter la photopériode. Effectivement. D'accord. Par Mais contre, vas-y, excuse-moi, Jean-Louis. non, mais je pense que là, il faut être quand même relativement raisonnable et pas non plus dépasser des photopériodes excessives, hein. La bonne photopériode, selon moi, c'est entre 10 et 12 heures maximum, hein. D'accord. Ok. Ça serait pas dépasser ça. Il y a d'autres moyens, hein. Je dirais que les remplaids, pratiquement maintenant, toutes les remplaids sont largement dimmables, et y compris dans la reproduction des cycles donc de lever et coucher de soleil, mais également des passages nuageux. Et les passages nuageux qui a été pris comme un gadget n'est pas foncièrement un gadget. Ça peut être aussi un moyen de faire des baisses temporaires dans l'aquarium euh, de manière je dirais, à faire des pauses dans une photosynthèse excessive. Donc, Effectivement. c'est pas non plus complètement anecdotique, Non. cette Il faut histoire de. expliquer le passage nuageux. On a pendant Bah, X minutes, on a une baisse de 50% par contre, par exemple, alors, de l'intensité. chez nous, la baisse, elle est totalement programmable. Mais je dirais un petit nuage clair, un petit nuage blanc de beau temps, c'est effectivement à peu près 50% d'atténuation. Donc une atténuation
qui va être de 50%, c'est au niveau de la photosynthèse. À l'œil, on ne verra pas une baisse de la moitié de la luminosité, hein. Notre œil ne va pas répondre de manière linéaire. Mais 50%, c'est un petit nuage qui passe. Et effectivement, on peut, dans le souci de reproduire des conditions naturelles, euh, on, on a plutôt intérêt à valider ces modes de passage nuageux parce que c'est pas toujours le beau temps sur le récif toute la journée, quoi. Voilà. Donc D'accord. Tout à fait. c'est à peu près, je dirais, empiriquement, on peut se dire que plus on se rapproche des conditions naturelles et peut-être mieux c'est. Donc les valeurs maximales seront peut-être tolérées plus facilement si on fait des pauses dans le cours de la journée. Alors, D'accord. tout à fait. Et d'ailleurs, tu vois bien, en fait, là j'ai les mesures, je vous donne je vous montre les mesures de part à 3 mètres de profondeur à Hawaï. À gauche, c'est une journée nuageuse. À droite, c'est une journée ensoleillée. Et on voit effectivement qu'on a des différences de part, notamment à midi, qui sont complètement différentes, hein, puisqu'on part en journée nuageuse à 3 mètres de profondeur, on a un part de 700 versus 1300 en journée ensoleillée. Et pour répondre d'ailleurs à ce que tu disais, hein, il y a effectivement, tu as un récifaliste quand même qui est mondialement connu, qui s'appelle David Saxby. Il est justement, lui, alors il le crée avec ses rampes en le faisant manuellement sans passage nuageux, mais il crée des pics d'une demi-heure, puis il redescend, puis il remonte, puis il redescend. Et je pense que par exemple, si on a un niveau de part, on va dire, allez, au lieu d'avoir en fait un niveau de part à 400 pendant 6 heures ou 7 heures par jour, ça peut être intéressant de monter une demi-heure à 500, puis redescendre à 380, puis remonter et ainsi de suite progressivement, parce qu'à chaque fois qu'on va monter au-delà de la valeur qui était utilisée auparavant, la pigmentation du corail doit logiquement augmenter. Donc c'est intéressant pour nous. Par contre, ça on peut le faire, hein, effectivement, que si le corail est en super santé, hein, c'est comme le bronzage, hein, on va pas être, il faut être aussi bien entendu complètement progressif, hein, et si on est malade, blanc comme un cachou, on va pas s'exposer au soleil, hein. Donc il faut déjà partir avec des coraux qui sont en super santé. C'est plutôt noir, les cachous. Euh, Peut-être. Ah. hein, Jean-Louis, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, là j'abonde également Tu valides? dans les justement les. Alors il y a je dirais de la photo-acclimatation, de la photo-adaptation. La photo-adaptation, c'est plutôt le corail, ça va s'habituer à des conditions qui sont différentes sur des grandes périodes, des longues périodes. Un corail, on va le trouver à 3 mètres de fond, on va le trouver aussi à 15 mètres. Il n'a pas les mêmes conditions, il va s'adapter. Il va s'adapter aux conditions, il va s'adapter également aux conditions de l'aquarium, qui ne sont pas des conditions optimales non plus, et il va pouvoir s'adapter. Maintenant, il y a la notion aussi de photo-acclimatation, et pour nous, ça, c'est très important. Nous, qui vendons des remplettes pour éviter que nos clients ne soient pas déçus, c'est qu'on leur conseille toujours de commencer par une photo-acclimatation, qui est une période où on va très progressivement augmenter l'éclairage. Parce que on sait par expérience que commencer avec un éclairage faible ne va pas détériorer irrémédiablement un corail, Alors, alors que commencer avec un éclairage fort peut le détériorer très rapidement en quelques heures et on aura beaucoup de mal à le À le récupérer. récupérer. Voilà. Donc, cette photo acclimatation, qui est un cycle qui est facile également à faire avec les éclairages LED. Euh, Avant, avec les HQI, on remontait la rampe lorsqu'on changeait les ampoules, des choses comme ça, pour pas faire des variations à la hausse trop rapides. Maintenant, avec les éclairages LED, il est facile de diminuer la rampe de manière à pouvoir faire une acclimatation sur à peu près des périodes d'un mois, de manière à observer attentivement, parce que au-delà des mesures de part qui ne sont pas simples non plus à faire pour les amateurs, parce que le par, ça nécessite un paramètre qui est je dirais un appareil qui coûte assez cher et voilà, tout le monde n'a pas un paramètre à la maison pour vérifier la lumière de son aquarium. Donc, l'observation, ça reste un moyen, je dirais, assez simple et, ma foi, très efficace. Donc, commencer par un éclairage faible et progressivement augmenter pour voir les réactions du corail dans son aquarium. tout à D'accord. fait.
Voilà. Alors, Merci. en fait, les conclusions, j'ai juste essayé de récapituler en sachant que ça va vraiment reprendre ce qu'on s'est dit. Et en plus, moi, l'idée, c'était que tu nous donnes ton avis, Jean-Louis, mais tu l'as fait au fur et à mesure et je te remercie. Et puis, on va tout à fait dans le même sens. Donc, juste pour résumer, plus on éclaire un SPS, plus il se colore, avec toutefois des différences selon le corail et le pigment. Plus on éclaire un SPS, plus il se nourrit via la nourriture, jusqu'à une limite qu'il ne faut pas dépasser. Via la Un niveau... photosynthèse. Pardon, Eric? Plus on éclaire, plus il se nourrit via la photosynthèse. Via la photosynthèse, T'as dit tout à via la fait. nourriture, oui. Tout à fait. Un niveau haut peut dépasser les capacités du corail à se protéger, risque de blanchiment et de mort. Hein. Et donc, l'objectif, c'est de rester dans la zone, au début de la zone de photoinhibition dynamique, hein, qui est complètement variable selon le corail. Et donc, moi, ce que je disais, mais pour info, j'ai également demandé à l'intorté son avis. Lui, moi, je disais qu'il fallait viser progressivement un par minimal vers 300, ce qui est déjà pas mal, hein, ce qui déjà permet d'avoir de très belles colorations généralement, avec quelques heures ou des moments à voir, mais plus proche de 500 pour les coraux également qui le tolèrent, en sachant qu'on peut aussi, bien entendu, positionner ces coraux beaucoup plus proches de la surface. Et donc, je rappelle également qu'effectivement, ce seuil de saturation ou de photoinhibition chronique est extrêmement variable selon le corail. Là, je donne quelques exemples. Un exemple d'ailleurs qui est intéressant, c'est que le Tridacna maxima, regardez jusqu'où il peut aller. C'est énorme. Et ça s'expliquerait tout simplement par l'épaisseur des tissus qui fait que la lumière aurait quand même beaucoup plus de difficultés à atteindre, on va dire, ses zoozanthelles. Et par conséquent, en fait, il peut se protéger beaucoup plus facilement d'une luminosité extrêmement élevée. C'est aussi vrai, contrairement à ce qu'on pense, pour beaucoup de coraux mous. Je me rappelle d'une vidéo comme de Vincent Chalias où il avait filmé en fait une crête récifale qui était remplie d'acropora, mais également de coraux mous. Voilà. Ouais. Jean-Louis? Oui. Alors, je Euh, dirais, je dirais qu'il y a aussi une différence entre l'éclairage naturel et l'éclairage artificiel. C'est qu'un éclairage artificiel, les sources vont en fait fournir un cône de lumière qui va en fait être variable. Enfin, l'intensité lumineuse va être variable en fonction de la distance à la source. Donc, je dirais qu'un aquarium, c'est pour ça éclairé par des lampes de n'importe quelle sorte. C'est assez sympa parce qu'il va y avoir différentes valeurs de part en fonction de l'endroit où on se trouve. Plus on va se trouver près de la surface, plus le par va être important et il va baisser très rapidement vers le fond de Ouais, c'est fou, hein, l'aquarium. la baisse. En fait, la baisse est liée un petit peu. Alors, avec les LED, on rajoute des cônes optiques. Et nous, on a plusieurs types d'optiques en fonction des profondeurs d'aquarium. Donc, typiquement, lorsqu'on est au-delà de 80 centimètres, nous, on met des optiques de 40 degrés. Alors que pour les profondeurs inférieures à 80 centimètres, on met Allô? des optiques de 60 degrés jusqu'à des optiques de 10 degrés. Ouais, vous m'entendez? Ouais. Ah Oui. ouais, tout à fait. Donc, on peut aller sur des optiques, nous, de 10 degrés pour les cuves de très, très forte profondeur. Donc, voilà, c'est aussi une manière de jouer sur les variations de Jean-Louis, est-ce que part. le par est très différent entre le centre du faisceau de LED et la circonférence du Alors, cône? si tu veux, c'est très complexe en fonction des optiques qu'on utilise. D'ailleurs, si on est curieux, on peut aller voir les optiques. Nous, on utilise des optiques Leadil de la série Emily. Et lorsqu'on parle d'une optique 40 degrés, ça veut dire que le flux maximal qu'on a au centre de l'optique est sur un décalage de 20 degrés, enfin de 40 degrés en tout. Donc de 20 degrés à l'axe, on est à la moitié du flux lumineux. Ah oui, D'accord? d'accord. C'est ça, 40 degrés, ça veut dire ça. Ensuite, c'est quelque chose d'assez complexe parce qu'il y a des optiques qui vont avoir des courbes assez plates, c'est-à-dire qu'en fait, on va être à peu près à 50% du flux à l'ouverture de l'angle d'ouverture, mais ça va varier très faiblement autour de cette valeur. Alors que sur certaines autres optiques, on va être très pointu, c'est-à-dire que le flux va baisser rapidement lorsqu'on s'écarte de cette valeur. Donc, les qualités des optiques
sont assez complexes à bien évaluer. Et en fait, il faut juste se rapprocher des constructeurs d'optiques et regarder les caractéristiques exactes des optiques qui sont fixées. D'accord. Merci Jean-Louis. Bon, maintenant, une optique, c'est aussi des inconvénients. Une optique, c'est un petit filtre qui est rajouté au-dessus de la LED et il y a toujours une petite baisse de lumière. Donc, il faut que les optiques également soient de bonne qualité de manière à réduire le flux le moins possible. Mais généralement, on est quand même très gagnant à mettre des optiques. Ouais. Alors là, il y a encore Carlos qui dit l'intensité lumineuse diminue selon la loi du carré inverse. Si en plus on a le passage de la lumière dans une phase liquide, on a une énorme perte entre le haut et le bas de l'aquarium. C'est tout à fait Eh vrai. oui, On a une perte, enfin, on n'a pas une perte, on a un affaiblissement dû à la surface de plus en plus grande à éclairer par ce cône optique. On peut imaginer un cône, et donc en fait, plus on s'éloigne, plus la surface est grande, et pourtant le flux, il n'augmente pas. Donc l'intensité lumineuse va baisser rapidement avec la profondeur, c'est sûr. Maintenant, on peut réduire ça avec des cônes qui sont beaucoup plus resserrés. Par exemple, des cônes de 40 degrés pour les aquariums qui font plus de 80 cm dans notre cas. donc ça veut dire que sur un mec qui a un aquarium de 50 cm de profondeur qui met des cônes prévus pour 80 cm, il a un par de 400 au fond, quoi. Alors, il aura un par supérieur. Le problème, c'est qu'il va falloir aussi faire un flux lumineux relativement homogène sur toute la surface de son aquarium. Ouais. Donc, Ça multiplie les voilà. modules, les LED, les machins. Il y a toujours un compromis à faire entre le flux moyen dont on a besoin et l'homogénéité, c'est-à-dire les différences entre les min et les max qu'on veut, qu'on est capable d'accepter, en fait, qu'on va accepter sur son aquarium. D'accord. Donc, D'accord. voilà, il faut faire des compromis toujours. Ok. Ce que je vous propose justement, c'est là je voulais aborder la partie justement les différentes caractéristiques des luminaires. Donc on est en plein dans cette partie. Donc on peut peut-être la lancer si Oui, vous êtes bien OK. sûr. Allez. Ok. Alors, donc là l'idée que j'ai eue, c'est utiliser en fait la donnée data afin en fait de sortir complètement de l'ambiguïté et de la subjectivité qui nous comment dire, qui est souvent présente chez nous tous. Donc moi personnellement, je ne vais pas vous dire ce que je préfère, hein, mais je vais vous donner des données data incontestables qui vont vous permettre soit d'optimiser votre éclairage actuel, soit d'acheter, si vous ne l'avez pas encore fait, hein, votre éclairage actuel en toute connaissance de cause. Donc, comment évaluer la capacité d'une rampe LED à éclairer une surface avec des SPS? Donc, tu vois, Jean-Louis, on est complètement dans ce domaine, en sachant que je donne que ma vision, et vraiment, là, ton expertise va nous être à tous super utile. Alors, la première chose, on l'a bien vu tout à l'heure, c'est obtenir des valeurs de part idéales. OK. Mais donc, c'est-à-dire une capacité à produire une puissance lumineuse qui soit vraiment optimale. Mais aussi, le deuxième objectif, c'est que le flux, c'est regarder pour chaque rampe, en fait, le type de concentration qu'on a. C'est-à-dire qu'en gros, pour un même flux de lumière, même quantité de lumière, quelle est la surface qui est éclairée par la rampe LED? Donc voilà, là, Jean-Louis, quand tu parlais des lentilles, des cônes à Ouais, 40 ou à 60, c'est donc ça, on oui. va dire, en gros, c'est pas réel, mais l'image du haut, on va dire que c'est un cône à 40, donc le flux est plus concentré, et en bas, c'est un cône à je ne sais pas combien, et le flux de lumière est plus diffus, c'est ça. Voilà. Donc en fait, bon, bien sûr, là, c'est un petit schéma Excuse-moi, Xavier, hein. qui C'est est, ça? Non, mais c'est très bien. qui est impeccable, hein. On comprend bien que plus on s'éloigne, plus la surface éclairée devient grande et forcément le flux est plus diffus, hein. Mais bon, c'est pas aussi. Alors, c'est impeccable pour comprendre. Maintenant, c'est pas aussi tranché que ça. C'est-à-dire que là, ça serait une optique qui aurait vraiment je dirais, un angle qui serait qui passerait brutalement de 80 degrés où il y a du flux lumineux à 90 degrés, il n'y a plus rien. C'est pas tout à fait ça dans la réalité, c'est OK. quand même plus atténué. Ça, c'est bien pour comprendre. Dans la réalité, c'est un peu atténué. Et donc, c'est pour OK. ça que ça marche plutôt pas trop mal, même y compris avec des sources LED qui sont concentrées sur le centre de l'aquarium, quoi. Ce que D'accord. tu veux Merci. dire, c'est que même si une source est très concentrée, elle diffuse quand même un peu plus que ce qu'on prétend, quoi, en fait. Disons,
encore une fois, il faut se remémorer ce que c'est qu'une optique à 40 degrés. C'est à 40 degrés, on a la moitié du flux, hein, d'accord? D'accord. Quand on va dépasser, on va passer à une valeur plus petite que la moitié du flux, mais on va pas passer à zéro immédiatement, quoi. OK. D'accord? Et vous OK. vous comprenez que ça se fait, avec un peu plus de modération que ça. OK. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de relativement important. Donc avec une lampe comme on voit là dans le petit schéma, si la profondeur est très grande, on voit que le cône qui va être de plus en plus large va devenir vraiment trop faible et il va falloir on va pas augmenter la valeur je dirais simplement de la lampe centrale, mais le plus raisonnable, c'est d'utiliser des cônes optiques qui vont être, plus resserrés comme, la photo du dessus et mettre par exemple 3 projecteurs de manière à couvrir 3 zones distinctes de l'aquarium. On va y D'accord, venir. C'est exactement le sujet du moment. Voilà. Alors, le troisième objectif, c'est aussi limiter les zones d'ombre sous les branches des SPS notamment. C'est que quand une colonie grandit, on va le voir tout à l'heure, hein, j'ai pris une photo d'un de mes accros, hein, bah, le risque avec on va dire avec un éclairage un peu unique, bah, c'est d'avoir beaucoup de zones d'ombre. Alors, le moyen que j'ai choisi en fait pour comparer la concentration du flux, c'est de mesurer différentes. Alors c'est pas moi qui l'ai fait, c'est BRS TV hein, qui l'a fait. C'est de mesurer le flux à 15 cm d'une rampe LED, d'un éclairage LED hein, de différentes marques, et on regarde sur une surface de 60 cm sur 60, bah, quel est en fait le flux quelle est l'intensité lumineuse en différents points, ou en tout cas pratiquement en beaucoup de points sur ce, on va dire, de rectangle de 60 par 60. Eh bien, la première chose, c'est de voir que l'ATI, donc 8 tubes T5 24 watts, c'est la meilleure distribution du flux qu'on peut avoir à ce jour en termes en fait, de rampe d'éclairage sur un aquarium récifal. Clairement, ça permet une très forte luminosité. Hein. On voit qu'on est à 616 quand même au centre, sur une très grande surface. Et ce que j'ai voulu mesurer, on va faire la synthèse tout à l'heure, hein, c'est regarder le rapport entre la moyenne de la périphérie, 322, et le centre. Clairement, on a un peu moins, de 2 fois moins de lumière à la périphérie qu'au centre. Dans les lampes sur lesquelles j'avais des données, hein, c'est là le meilleur rapport, c'est le rapport où il y avait la différence le plus faible entre le centre et la périphérie. La deuxième technologie qui est pratiquement identique en termes de performance, ce sont les barres LED. Alors là, c'est les barres LED de une marque américaine qui s'appelle Reef Bright. Hein. Il y avait 5 barres LED. Quand on regarde la différence, on n'en voit presque pas avec la rampe ATI, la T5. On a le même rapport de concentration du flux entre le centre et la périphérie, avec des valeurs qui sont pratiquement identiques en termes de parts. Ensuite, c'est la Kessil 360, où là, par contre, ce qu'on peut remarquer quand même, c'est un par qui est par contre beaucoup plus faible, un rapport qui commence à augmenter, hein, le rapport de concentration commence à monter légèrement. Il faut savoir que la rampe Kessil, je crois que c'est une seule lentille et la lumière est diffusée via une seule lentille. Bon, donc il y a un seul point lumineux qui éclaire la superficie. C'est un petit peu moins performant que les barres LED ou que la rampe TI AT5. Ensuite, et on voit que le rapport là, entre la périphérie et le centre commence à augmenter fortement, c'est la Philips Coralcare Gen 2, en sachant que la Philips Coralcare, c'est un gros panneau, on va dire, de diffusion de 40 cm sur 40. On pourrait imaginer que c'est idéal. Eh ben, en termes de diffusion, c'est bien, mais ce n'est pas excellent. Pour finir, 2 rampes, l'Evergrow 5060B, qui a une puissance lumineuse au centre super forte, et qui a par contre à la périphérie, on a pratiquement 4 fois moins de part à la périphérie qu'au centre. Pour finir, le clou du clou, c'est l'Hydra 26. Je n'ai pas les données pour l'Hydra 32, ça aurait été exactement identique. Donc là, regardez le rapport entre le centre et les périphéries, on a un rapport de 12. Donc c'est clairement un faisceau super concentré. D'accord. Et Okay. Jean-Louis,
Oui. C'est pas pour faire de la promo ou quoi, mais est-ce que tu as des données là-dessus pour les rampes Alpheus? Nous, les rampes Alphus, si tu veux, on serait plutôt sur des architectures qui sont en barre, quoi, des barres LED, euh, où on essaye de trouver je dirais, un compromis raisonnable entre le coût et l'éclairage que ça donne. Hmm. Le, on est sur une distribution, si tu veux, sur toute la surface de l'aquarium. Donc, on essaye d'avoir je dirais un part relativement homogène. D'accord. Maintenant, ça a des inconvénients, hein, cette solution-là. L'inconvénient, c'est le coût, hein. C'est évident que multiplier des barres LED, c'est plus onéreux que d'avoir un spot central qui va éclairer pour la même puissance, mais qui va Jean-Louis, effectivement ok, avoir une mauvaise homogénéité. ok, ça a un coût. On verra, j'ai fait une comparaison des coûts, hein, et on verra que tu es situé tout à fait dans la moyenne, petit 1. Et petit 2, quand tu as une Hydra 26, si tu veux éclairer une surface importante, tu es obligé de multiplier les rampes LED parce que le flux est tellement concentré qu'en gros, ça éclaire de façon optimale, je dirais moi 35 cm sur 35. Donc au fur et à mesure, tu es obligé de multiplier et ça a aussi un coût, hein. Oui, bien sûr, ça a un coût, si. Mais bon, les données, généralement, voilà, elle est donnée en watts, hein, la puissance, ça va être exprimée en watts électriques, probablement d'ailleurs. Euh, et donc, en fait, quand commercialement, on compare les produits, on va les comparer en watts, hein, tout simplement. On va pas essayer de regarder attentivement, comme tu l'as fait, la distribution, est-ce qu'il faut en mettre beaucoup ou pas? Voilà. Nous, on est toujours un petit peu confrontés à ça. Pour pour une rampe LED, on va dire, voilà, c'est une rampe LED qui fait 200 watts ou 300 watts. On cherche pas trop à essayer de voir si ça distribue de manière C'est homogène ou ça, pas, hein. c'est ça. On compare pas. C'est Je ça. dirais Et la clé que aujourd'hui, justement, c'est de donner, toi, des points de comparaison pour que nos amis récifalistes puissent avoir des données data purement objectives et permettre maintenant de mieux comprendre en fait leur éclairage, leurs avantages et les inconvénients, hein. hmm, Mais c'est très intéressant. Et je répète encore une fois, on a la chance d'avoir Jean-Louis Cucmel, donc l'auteur du fameux bouquin qui permet à plein de gens de débuter le RIF, voilà. le fabricant des rampes Alphées et tout. Jean-Louis est là par amitié pour nous expliquer sa philosophie d'éclairage, nous faire partager ses connaissances, mais c'est en aucun cas, parce que je sais très bien qu'on va me le dire, c'est en aucun cas une soirée promo pour les rampes Alphées. Ouais, C'est clair. Simplement, il nous donne son point de vue, il nous explique les trucs, il prend en référence ses rampes évidemment, puisqu'il connaît ce qu'il fabrique, et mais oui, c'est pas une soirée de pub, hein. voilà, je veux m'en excuser d'ailleurs, pas, parce que forcément, ça fait 10 ans qu'on essaye de pousser ce concept, donc on n'est pas objectif, hein, forcément, c'est notre produit. Donc, mais je conçois bien également qu'il y a des solutions qui sont parfaitement adaptées pour différents aquariums, il y a différents cas de figure, il y a différentes utilisations et on n'a pas forcément le meilleur produit tout le temps. Donc, mais bien évidemment, je défends ma solution, ça c'est sûr, je ne Ben, c'est peux pas faire normal. autrement. Voilà. Ok. Alors, on parlait en troisième objectif tout à l'heure des zones d'ombre. Donc là, je vous ai mis en fait une photo d'un de mes accros, là, un Acropora tortuosa, qui vient d'ailleurs de chez Yannick. Comme tu peux voir, Yannick, en 10 mois, il a bien poussé, hein, ta petite bouture. Et ben clairement, à l'heure actuelle, je suis vraiment confronté avec mon éclairage qui est trop directionnel, un problème quand même de zones d'ombre, et qu'au final, ça impacte vraiment la santé du corail. Je suis obligé, là, il faut que je trouve des solutions pour y remédier. Faut mettre du Euh, sable. Oui, Effectivement, c'est une des solutions, le sable. C'est pas c'est la vrai. seule. Il y a aussi la disposition d'éclairage, justement. Et tu vois, l'idée, c'est quand même de montrer que quand tu as une multitude, soit de LED espacés, soit de spots LED de petite puissance, ça permet en fait un croisement des flux qui est beaucoup plus important et ça limite fortement en fait ces zones d'ombre qui sont préjudiciables. Alors pas pour une bouture d'acropora, parce que là, la bouture, en gros, elle n'a pas assez de branches pour que ça génère des zones d'ombre importantes. Mais dès qu'on commence à avoir une colonie un peu sympa, là, ça pose réellement problème. Donc, pour moi, je vois deux technologies, soit les rampes LED, en fait, dispersées sur une grande surface, et ça peut se faire donc soit avec des modules LED spécifiques ou des barres LED, de façon optimale. OK? Alors,
J'ai un petit data comparatif des rampes qui reprend notamment ce qu'on a vu en fait dans le comparatif là, on va dire les schémas là tout à l'heure de distribution, mais de façon un petit peu différente. Donc le premier critère de choix d'une rampe, c'est malgré tout quand même sa puissance. Donc toutes les rampes indiquées là en vert ont un par suffisant pour éclairer de façon optimale, je dis bien optimale, un bac SPS de 60 par 60. Il y a quelques réserves. Alors, vous voyez, comme le par moyen, là, il est par exemple pour la Philips Coralcare Gen 2, je l'ai mis en jaune orangé. Pourquoi? C'est parce que même si ça délivre beaucoup de parts, ça délivre beaucoup de parts quand toutes les rampes sont allumées. Le seul problème de cette rampe, c'est qu'elle a une proportion de LED blanche qui est très importante. C'est-à-dire que globalement, si on veut obtenir des niveaux de parts optimaux, j'ai bien optimaux et pas suffisants, hein, il faut allumer les LED blanches de façon importante et visuellement, c'est pas toujours top, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa. Alain Torté, là, quand il travaillait en fait à la baleine blanche, était tout à fait confronté à ça en fait sur ces rampes Coralcare et il était obligé en fait de pousser les LED blanches. Les RED 90, Hydra 26, Radion G5, alors ça suffira à beaucoup quand même de SPS, hein, même des SPS un peu exigeants, mais c'est pas des solutions optimales. C'est-à-dire est-ce qu'on obtiendra le bleu hyper puissant qu'on pouvait voir là tout à l'heure dans des fermes de corail? Je suis pas sûr. Hein. On gagnera vraiment à les compléter, soit par des barres LED ou des tubes T5, comme on peut par exemple les insérer dans une rampe T5 Gizman Stellar, qui est une très bonne solution. En termes de concentration du flux, donc là, j'ai uniquement mis le rapport entre la puissance au centre et qu'on divise par la puissance à la périphérie. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, les Hydra se démarquent négativement avec un flux quand même qui est très concentré. Je trouve que personnellement, les Hydra 64, c'est idéal pour un bac haut, comme celui par exemple de David Sexby, hein, l'anglais qui a un super bac récifal, là, mais qui doit faire 90 cm de haut. Hein. Sur un bac classique, il faudra vraiment les multiplier pour couvrir une surface importante en diminuant la puissance. Bon, ce ne sont pas des solutions optimales. Yannick, il a combien d'Hydra sur son bac? Alors, Yannick, au départ, donc s'il est présent, c'est encore mieux, il pourra nous confirmer. Ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il avait au début 3 Hydra 64 ou le modèle qui était identique avant Hydra 52, je crois. Il avait 3 sur son bac d'1,30 m par 80 de large par 60. Ce que j'ai pu comprendre, par contre, à un moment sur une de ses vidéos, c'est qu'il avait été obligé de mettre en fait une barre LED devant pour tenter d'éclairer un petit peu mieux. J'imagine, en fait, les coraux qui étaient positionnés un petit peu devant. Ouais. Ça n'a pas suffi. Et il a trouvé, bien entendu, une solution qui est largement meilleure. C'est-à-dire que de 3 Hydra 64, il est passé à 6 Hydra 26 ou 32, de façon, en fait, à complètement répartir de façon homogène, en fait, de façon beaucoup plus homogène, le flux. D'accord. Alors, si on voulait même pousser à l'extrême, moi, ce que je dirais à Yannick… C'est ce qu'il dit, voilà, il est là. Il est là, Yannick. OK. 3 Hydra 52 à l'origine, 6 Hydra 26 ensuite. Voilà, on est tout à fait ça. Et si je devais même pousser de façon extrême, hein, je dirais que s'il prenait non pas des Hydra 26-32, mais des Hydra Prime qui font 2 fois moins de puissance et qu'il en mettrait 2 fois plus, il aurait la même quantité de lumière sur son bac récifal. Par contre, il y aurait une diffusion qui serait encore meilleure. C'est-à-dire que plus on multiplie des sources de petites wattages, meilleur c'est en termes de distribution. Il n'empêche que sa solution fonctionne très bien et que c'est déjà l'approche qu'il a eue, je trouve, de passer d'Hydra 64 sur le bac qu'il est en train de préparer, c'est une approche qui est rare et remarquable. Sur le bac qu'il est en train de nous préparer, ça va être des centaines de rampes qu'il va falloir mettre. Ouais. Après, le croisement des flux. Alors là, moi, j'ai donné tout simplement une note en disant qu'il y a vert, orange ou jaune, vert, orange ou rouge. Donc là, c'est purement subjectif. Hein. Clairement, parce que moi, quand même, que les rampes qui permettent de croiser le plus de flux et donc d'éviter les zones d'ombre, c'est la rampe T5 ATI, hein, c'est les barres LED, c'est la Philips Coralcare, qui ont en fait un mode de diffusion qui est le plus large. Les verres gros ou les Radion G5 Pro, par exemple XR30, c'est déjà un petit peu plus large. Également la Radion G5 XR15, hein, qui est un petit peu plus large que les Kessi, l'Hydra, Redsi, qui ont eux, en fait, c'est des points lumineux quasi uniques. Donc, il faut multiplier, une fois de plus, pour obtenir des flux croisés. Donc là j'avais une question d'un membre, Xavier.
Attends, il faut que je la remonte un petit peu. Sur un bac d'1,50 m de long avec 3 reflets de 90, tu penses que c'est correct? 3 reflets sur 1,50 m? Moi, je dirais non. Ben, non, mais si, c'est correct. Mais le terme correct, moi là, je suis pas en train de vous dire ce qui est correct, je suis en train de Non, vous dire ce qui est je veux dire, optimal. il y aura des zones d'ombre obligatoirement, quoi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il fait combien le bac? 1,50 m sur combien? 1,50 m. Et combien en largeur? J'en sais rien. Bon, la largeur, c'est important. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand un corail est positionné entre deux rampes LED, il y aura des flux croisés. Mais s'il est un petit peu devant les rampes LED, par exemple, toi, plus proche de la vitre frontale, il y aura beaucoup moins de flux croisés, ou c'est la partie arrière qui va recevoir un petit peu peut-être de deux lampes, un flux croisé. Donc, ce sont des bonnes solutions, mais si on veut éviter les zones d'ombre, qui est important, alors c'est pas valable pour tous les coraux, si on fout du LPS, avec notamment des polypes à coraux, des polypes un petit peu longs, qui se balancent dans le courant, tout le corail va être illuminé entièrement. Donc, malgré tout, on aura quand même au centre, beaucoup plus de zones d'ombre avec trois Red Sea 90, malgré comme le fait qu'elles aient une distribution et un rapport de concentration du flux largement meilleur aux hydras, on pourrait être confronté quand même à un problème d'ombre sous les branches d'un acropora qui sera de bonne taille. Donc moi, ce que je dirais, c'est que c'est une très bonne solution de départ, les Red Sea. Par contre, il ne faut pas hésiter à mettre une barlette devant ou un ou deux tubes de T5 devant, et pareil derrière. Et avec ça, ça devient une solution on passe d'une solution qui était très bonne à une solution qui est optimale. D'accord, merci Yannick. Jean-Louis? Ok. Ah, moi, On voit pas Alpheus dans tous ces trucs. Hein. Non, je ne pas. Mais j'imagine que c'est idéal en termes de croisement des flux et de concentration du flux. Et le par, je n'ai aucun doute. Je suis persuadé que tout est en vert. Alors, en fait, nous, on n'a pas, contrairement à tous ces modèles-là, ils sont caractérisés, ils ont un nom, Philips Corrector Gen 2. Nous, on a un nom aussi, on s'appelle Radiometrix, mais c'est composé de modules de différentes tailles, de différentes longueurs, de différentes puissances, avec différents spectres, et donc on n'a pas une référence unique. Et donc, ça devient plus complexe pour nous d'apparaître dans un tableau comme ça parce que on fait quasiment du C'est du sur-mesure. sur-mesure, vous. Voilà, donc pour une dimension d'aquarium, on va piocher dans notre stock de modules et on va faire une solution. Et donc, c'est pas aussi caractérisé que ça, quoi. D'accord. Mais ça serait proche, j'imagine, hein, si on devait se rapprocher, ça serait proche de Barled, puisque c'est à peu près le principe. Hein. Nous, c'est de la barre, c'est de la Barled. C'est ça. Donc, globalement, avec tous ces éléments-là, en fait, tous nos amis à récifalistes, vous pouvez en fait choisir de façon objective l'éclairage idéal en fonction de votre bac, de votre décor et de votre population. Alors, bien sûr, ce qu'on disait sur le LPS, ça reste complètement vrai. Ça a besoin de beaucoup moins de lumière. Ça se balance dans le courant, en tout cas pour certains d'entre eux. Et le problème de zone d'ombre, en fait, c'est peut-être un critère qu'il ne faut pas prendre en compte. Après, il y a aussi comme d'autres critères de choix. Il y a les critères esthétiques. Il y a l'intégration dans le salon, les solutions d'accroche, le bruit des ventilateurs, le spectre. Il faut quand même voir que si on veut une intensité élevée, c'est un petit peu blanc chez Philips. Et chez Red Sea, c'est un bleu que je ne sais pas comment le définir, mais il est assez spécial, il faut aimer. Il y a aussi d'autres critères pour moi qu'il faut prendre en compte. C'est la qualité du SAV. Bon, il y a une seule marque française, je crois, qui garantit 5 ans. Garantie même à l'infini, je pense. Pour les autres, des fois, c'est un petit peu compliqué de faire jouer le SAV ou de trouver des pièces détachées. C'est aussi à prendre en compte. Et puis, au final, il y a quand même le critère budget. Alors, par rapport à ça, j'ai voulu, moi, essayer de mettre quelles étaient les préconisations de BRS TV. Donc, c'est pas du tout les miennes. C'est qu'est-ce que BRS TV préconise pour un bac SPS de 120 par 60 par 60. On voit quand même que globalement, le nombre est très variable en fonction, bien entendu, des rampes. La hauteur préconisée est peut-être différente de ce qu'on peut trouver, notamment nous, en termes de supports tout fait manufacturés. C'est que pour les Hydra 2632, trouver des supports à 30, je suis pas sûr que tous le fassent, 30 cm de hauteur. Mais c'est ça qui permettrait la meilleure diffusion, le moins de zones d'ombre et les meilleures valeurs de part. Après, globalement, le prix, il varie du simple au quadruple.
Donc ça également, en fonction du budget, bah, on fait comme on peut, quoi. Donc, et on essaie de trouver la meilleure solution pour nos coraux en fonction de ce critère. Hein. Le conseil que je donne aussi, moi personnellement, si j'avais un pote là qui voudrait se lancer, c'est de regarder quels sont les réglages des canaux qui sont proposés par rampe sur le site YouTube BRS TV. Hein. Alors, ce qu'il faut juste savoir, c'est que pour BRS TV, le spectre idéal, c'est le tube Blue Plus ATI, qui est un tube bleu. Personnellement, je pense que ça peut manquer un peu de blanc, peut-être, on en verra d'ailleurs dans la troisième partie. Hein. Donc, peut-être qu'il faudrait monter un peu des blancs, si on voulait un éclairage optimal, peut-être. Après, moi, je vais vous donner mon avis perso. Hein. Les barres LED, bah, elles sont pour moi idéales en termes de diffusion, de puissance, de croisement des flux, des possibilités de réglage. Après, il y a les LED que j'ai pas mis ici, mais il y a les LED Lani. C'est celle qui éclaire le bac exceptionnel de la société Triton. Mais par contre, le prix est totalement explosif. Hein. C'est une multitude en fait de petites rampes de très faible puissance sur une surface, je crois, de 40 cm sur 40, et on multiplie en fait les modules les uns à côté des autres, en utilisant donc des LED de très faible puissance. Après, il y a aussi le mix Radion, Redsi, voire Kessil, complété par des barres LED ou des T5. C'est ce que fait notre copine Lise. Hein. C'est ce que fait également Tom Skoralen, qui est aujourd'hui le récifaliste allemand, on va dire le plus coté. Hein. Donc des rampes LED, il avait mis, je crois, des rampes LED Radion, en fait, assez en hauteur d'ailleurs, au milieu, et il complète par des rampes T5 ATI sur le côté, qu'il penche un petit peu pour éviter les zones d'ombre. Voilà. Le conseil également que je pourrais donner, c'est que si vous pouvez vous procurer un paramètre, bah, c'est vraiment idéal pour comprendre l'éclairage de votre bac et mieux le régler. Et croyez-moi, quand vous allez le tester, bah, vous aurez des surprises par rapport en fait justement à la puissance lumineuse à différents endroits du bac. Vous serez à des endroits trop éclairés et des endroits pas assez. En termes de paramètres, un dernier conseil, c'est attention quand même aux paramètres de la marque Sinai, je ne sais pas comment on prononce Sinai. Il y a beaucoup de débats autour il y a trop de débats autour en fait pour dire de façon objective s'il est fiable ou pas. Bon, j'en sais rien. Par contre, les paramètres de la marque Apogée, je crois, font plutôt référence. Voilà moi ce que je peux dire. Je ne sais pas si vous voulez compléter, Eric et Jean-Louis. Ouais, là, dans le Alpheus, tu as proposé trois modules 19. C'est les modules longs, ça, hein, Jean-Louis? Non, les 1002, c'est des modules qui font 51 cm. Ah, d'accord. Ah, Ouais. je me suis peut-être trompé alors, hein, parce que j'ai fait la simulation sur ton site. Peut-être que je me suis trompé parce qu'il y a deux propositions en fait. Alors, il y a une proposition en largeur et en longueur. Voilà. Alors là, a priori, hein, sur un bac de 120, le moins onéreux, c'est quand même de mettre des modules dans la longueur. Donc, je pense que ce serait plutôt des 1006 qu'il faudrait utiliser, qui font à peu près 1 mètre de long. D'accord. J'ai peut-être fait un mauvais copier. Par contre, le prix, je suis sûr qu'il est bon. Ouais, je pense que ça doit être ça. Je peux vérifier là en direct live si vous voulez. Je vais vous le faire. Mais vous pouvez continuer, hein, je vous donnerai le résultat dès que Non, possible. mais grosso modo, ça doit être ça, ouais. Mais Ouais. je pense que, ouais, 3 modules de 51 cm sur un bac de 120, ça fait trop juste. Par contre, 3 modules d'1 mètre de long, ouais, c'est pas mal. C'est clair. Non, mais j'ai dû faire un mauvais copier-coller ou regarder les deux solutions et pas copier la Moi, bonne. pour donner un exemple, sur mon bac, j'avais 8 modules de 51 cm. Voilà. Sur un Donc, bac de 120, 60, j'avais 8 modules. donc là, sur un 120, 60, 60. Donc, Ouais. je suis pas. Alors, bon. Et par contre, c'est le prix sans support. Hein. C'est juste le prix des rampes, hein, parce que j'ai voulu comparer par rapport aux autres sans support. Ouais. Juste, Donc là, si tu veux, si on fait la simulation sur notre site, il va te conseiller de mettre 3 modules d'1 mètre de long dans la longueur. Et il y a un prix total de 1 779 €, mais on intègre également les frais de port et d'emballage de 73 €, donc on est à 1 700 €, quoi. ok. D'accord. Que je suppose que les frais de port ne sont pas compris non plus dans les autres. Je sais Ouais, pas. donc grosso modo, c'est dans la moyenne des éclairages Ouais, performants. c'est Si pas on très- accepte les T5 qui sont évidemment nettement moins
moins cher. Ah ouais. C'est ça. Bah là, si tu veux, si Alors, je devais choisir, effectivement, la solution T5 me plairait bien. Euh, donc nous, on est constructeurs de LED, mais la solution T5, a priori, hein, on a tout un tas d'organismes professionnels qui commutent au LED parce qu'ils savent pertinemment que la solution T5 aura une fin due aux réglementations européennes et à l'obsolescence programmée des tubes T5. après, tu as aussi un autre point, c'est que la rampe T5, là, en fait, je l'ai mis avec les tubes au départ, mais les tubes, donc 8 tubes, on va dire à au moins 20 € par tube, ça veut dire 160. Hein. Tous les 8 mois, il faudra les changer. Hein. Oui, oui, il faut les changer. Puis on a une consommation électrique également qui est peut-être un peu supérieure. Ouais, Oui, je et pense il qu'il est faut, re- supérieur. il faut refroidir l'aquarium aussi. Et il Et faut refroidir l'aquarium de façon plus voilà. importante. Donc, donc effectivement, les solutions. Ouais. Xavier, est-ce que tu vas après la troisième partie, c'est quoi? Le spectre. Ah d'accord, bon c'est très bien parce que là il y a des questions. On y viendra après. Est-ce que le rouge, le bleu, le vert, Ah le ben, machin, est-ce que c'est important? Donc eh, là, l'avis de Jean-Louis va être très intéressant. Et là, je vais vous laisser 2 petites secondes parce que vous savez ce que c'est avec l'âge, on a envie de pisser. Et j'ai envie de pisser. Donc je reviens. juste une question, par contre, Jean-Louis. En termes de Oui. distribution, toi, tu conseillerais quoi pour un bac comme ça serait des barres dans la largeur ou des barres dans la longueur? Alors, le résultat va pas être très très différent entre longueur et largeur. Il y a des, il y a- Là, je dirais que dans ce cas-là, je me poserai pas trop de questions. Si on les met dans la largeur, on va avoir des petits modules. Je peux te faire la simulation en direct aussi, hein. Donc, Mhm. le, le- les, les modules placés dans la largeur vont être des petits modules de 40 cm. Et là, il va falloir en mettre 6. On n'est pas sur une différence de prix très, très différente, hein. Par contre, on est sur une puissance de 282 watts, alors que dans la longueur, on est sur une puissance de 378 watts, pour à peu près le même prix. 370 watts dans la longueur. Dans la longueur, ouais. On a une réserve Donc, de puissance de 42%, c'est-à-dire qu'on a une réserve de puissance énorme. Euh, Nous, on calcule, si tu veux, à partir des dimensions de l'aquarium, du biotope qu'on choisit, on va calculer un objectif de flux lumineux. OK. Ensuite, on essaye de le réaliser à partir des modules et en mettant les modules. Si on en met 2, on est en deçà du minimum qu'on s'octroie là. Et quand on en rajoute un, bah, finalement, on dépasse d'un coup beaucoup cette puissance objectif. Donc là, OK. on a une réserve de puissance de 42%. Alors, c'est toujours intéressant d'avoir une réserve de puissance. On la paye, hein, donc ça coûte cher, ça coûte des sous, donc on n'est pas obligé d'en mettre une trop importante, mais c'est quand même toujours bien sympathique de l'avoir parce que ça va permettre justement de faire un ajustement spectral, par exemple, d'avoir des modules qui chauffent encore moins et qui durent encore plus longtemps, un fonctionnement dans des rendements un petit peu supérieurs. Donc, c'est toujours sympathique d'avoir une réserve de puissance. Maintenant, il ne faut pas qu'elle coûte trop cher. Mais là, on voit que D'accord. la réserve de puissance, finalement, elle nous coûte à peu près le même prix que si on en a dans la largeur. Donc, la solution, on met plus de modules. Ça va coûter à peu près la même chose. Pourquoi? Parce que plus de modules, ça coûte quand même plus cher que faire moins de modules, Ouais. hein. Il y a Taille qui dit qu'il se retient, il serre les fesses pendant les lives, alors qu'il suffit de dire bon, je vais pisser. Voilà. La vie est simple. Hein. Bon. Alors, je voudrais rassurer Carlos et Yannick, mais PSA, que dalle. La prostate, elle va bien. Allez, on continue, Xavier. On y va. Et donc là, pour en revenir donc au choix longueur-largeur, je dirais qu'au vu de la réserve de puissance qui est relativement réduite dans les modules dans la largeur, pour cet aquarium, même si c'était le mien, je mettrais les modules dans la longueur. OK. Voilà. Et tu aurais malgré tout un croisement des flux qui serait assez fort. C'est-à-dire que toi, pour qu'un corail, moi, le côté zone d'ombre, ça me paraît quand même super important pour des colonies de SPS de grande taille. Ouais, Euh, maintenant, ça va pas être non plus très mauvais avec 3 modules dans la longueur, hein.
Donc, Ok, c'est pas… Encore une fois, il y a toujours des compromis à faire. c'est sûr. Mais de toute façon, si je comprends bien, quand tu as un massif d'acropora important, croisement de flux ou pas, il y a un moment où la lumière passe pas en dessous. Hein. C'est pas faux non plus. Mais c'est vrai qu'on conçoit que plus les sources vont être distribuées, plus des lumières, je dirais, réfléchies, voire indirectes, vont pouvoir éclairer partiellement. Bah, d'où Ta l'intérêt du remarque, sable. oui, ta remarque est tout à fait intéressante, hein. Le sable, ça va jouer dans une part non négligeable, hein. Un sable blanc, c'est sûr qu'il va renvoyer une partie du flux lumineux. Si le sable est noir, on perd cet intérêt. Et juste un truc, comme c'est un truc dont il faut se rappeler, c'est que les zoosantelles sont pas uniquement dans les polypes du corail, hein. Elles sont sur tout le tissu du corail, hein, réparties partout, hein. Donc effectivement, moi je crois que le sable, c'est en tout cas au niveau réflexion, c'est quelque chose à prendre en compte. Voilà, ou sinon il faut avoir un fond blanc et le maintenir propre. Non, faut mettre un miroir au fond, en fait. On met un miroir et puis tu le plastiques pour éviter que la coralline Voilà, se développe. voilà, C'est vrai. voilà. Mais il y en a qui lavent la glace du fond à la raclette, hein, je peux Ben dire. voilà. Hein. Des grands maniaques, ça existe. Hein. On continue, Xav? Allez, c'est parti. Alors, ok. Alors, Aïe. le spectre optimal. L'objectif là, c'est de donner des clés de compréhension sur le spectre en tentant d'expliquer à quoi sert chaque partie du spectre. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est commençons en fait par regarder le spectre utilisé par les zoosantelles pour la photosynthèse. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que tout le spectre, malgré tout, du violet au rouge, est utilisé et avec des maximums, avec des pics hein, dans le bleu-violet et le rouge. Lorsqu'on regarde au final en proportion, ce qu'on peut voir, c'est que la part du bleu-violet est malgré tout plutôt minoritaire par rapport au reste du spectre. Autre chose, quand on éclaire un corail avec une longueur d'onde, mais vraiment spécifique, et avec une intensité quand même plutôt faible, c'est une remarque importante, le maximum de photosynthèse est obtenu avec une lumière rouge, puis les UV et le bleu-violet. Alors quand on voit ça, on se dit, bah, la lumière rouge, elle est vraiment utile et il faut en mettre pas mal, quoi. Eh ben, on va vachement nuancer tout ça. Et vous allez comprendre pourquoi. On y va. Première chose, ça c'est le cycle de vie d'une zoosantelle. Les zoosantelles, en fait, elles ont un cycle de vie. Il y a une réplication des chromosomes le jour, là, entre la première phase et la deuxième phase. On voit qu'il y a 2 fois plus de chromosomes. Et puis, il y a la nuit, il y a ce qu'on appelle la division cellulaire. Or, si on éclaire une des zoosantelles, soit par une lumière rouge ici, soit par une lumière bleue, en fait mix bleu et rouge, soit une lumière bleue, eh ben clairement, l'exposition à des lumières rouges divise par 3 le pourcentage de zoosantelles qui se reproduisent. On passe de 60% ici, là c'est ce qui est en vert, hein, 60% des zoosantelles se divisent par jour sous une lumière bleue versus uniquement 20% sous une lumière rouge. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous vous rappelez là, de tout ce qu'on parlait en termes de mécanismes de protection des zoosantelles contre une lumière excessive. Eh bien, clairement, donc, l'exanthophile, ça protège le corail uniquement contre la lumière violette et bleue. Deuxième chose, la mycosporine qui est produite uniquement pour se protéger de la lumière ultraviolette. Donc, clairement, le corail n'a aucune protection contre une lumière rouge importante. Donc, si vous voulez éclairer fortement pour développer la pigmentation, une lumière bleu-violette semble être à privilégier. Troisième point que je n'ai pas marqué ici. Les pigments, alors ça c'est Alain qui m'a expliqué ça hier soir, je vais essayer de le retranscrire de la meilleure façon. J'ai pas vu d'article scientifique là-dessus, donc j'ai un petit peu de mal pour amener comme des éléments purement de qualité, on va dire. Jean-Louis va nous aider.
Voilà. Il existe des pigments dans les oozanthelles qu'on appelle des pigments dits surnuméraires qui sont capables de transformer la lumière bleue en lumière rouge. Donc, en gros, les oozanthelles vont pouvoir s'auto-créer de la lumière rouge à partir de la lumière bleue. Tu connais ce processus, Jean-Louis? Moi, à part la fluorescence, non, je vois pas trop. Alors, c'est pas la fluorescence, justement. Ok. Bon, il faudrait qu'Alain nous explique la prochaine fois qu'il y aura un live avec Alain. Voilà. Donc, quand on voit tout ça, on peut même se dire, mais alors, pourquoi ne pas utiliser uniquement de la lumière bleue, puisque la lumière rouge semble poser problème? On va continuer. On va revenir aux pigments fluorescents et on va expliquer le principe de fluorescence. Le principe de la fluorescence, c'est assez simple. Chaque pigment fluo est excité à une longueur d'onde. Pardon, hop, je suis un petit peu loin. Est excité à une longueur d'onde et émet ensuite une lumière d'onde différente, décalée vers la droite. Donc, on va dire une lumière bleue, ça va émettre obligatoirement vers du vert, du jaune ou du rouge. Ça, c'est le principe de la fluorescence. Donc, en fait c'est pour ça qu'il faut éclairer en bleu pour faire ressortir toutes les autres couleurs. Eh ben non. Puisque à gauche du bleu, tu n'as pas grand-chose. Eh ben, tu vas voir. Ah bon. Justement, c'est le truc. C'est que, donc, un pigment également, là, ce qu'on voit, on va parler de l'acropora nasuta. Alors, c'est mal foutu ce doc, hein, mais donc, clairement, là, ici, on a les pics d'excitation, en sachant qu'un pigment peut avoir plusieurs pics d'excitation et plusieurs pics d'émission. Donc, on voit que ce pigment, qui s'appelle le P482, est excité si on lui donne une lumière à 451 nanomètres, donc une lumière bleue, et 430, et émet une lumière dans le bleu-vert à 482, et puis dans le vert à 515. Donc, un pigment peut avoir plusieurs pics d'excitation et plusieurs pics d'excitation. Alors, moi, j'ai voulu m'amuser à quelque chose. Un truc tout con. J'ai pris la base de données de Dana Riddle où il met, en fait, les pics d'excitation pour 230, plus de 200 pigments fluorescents. Et j'ai quantifié combien sont excités par telle ou telle longueur d'onde, regroupés en familles, donc je veux dire la famille UV, la famille violet, bleu, vert et jaune-orange. On a quand même plus de 50% des pigments fluorescents des coraux qui sont excités par une lumière qui est plutôt vert à jaune. Donc, si on n'éclaire pas avec une lumière vert à jaune, qui vont émettre certainement dans l'orange et le rouge, hein, ben, clairement, on perd une grande partie des pigments et donc des couleurs de nos aquariums. Donc ça, c'est le premier point. On a beaucoup de pigments fluorescents qui ont besoin de pics d'excitation dans le vert, dans le vert, en tout cas principalement, et un petit peu dans le jaune-orange. Par contre, également, ce qu'on peut remarquer ici, c'est que aucun pigment n'est excité par une lumière rouge. Effectivement, d'une lumière rouge, si on se décale un peu vers la droite, du rouge, on va pas aller vers un peu plus rouge, quoi. Enfin, ça n'existe pas. Mais ça, donc on se dit que la lumière rouge, là, elle est toujours absolument, totalement inutile. Ben, c'est pas fini. Il y a une dernière étape. Les pigments non fluorescents. Comment voulez-vous... Alors, les pigments non fluorescents, c'est complètement différent. Ils réfléchissent des longueurs d'onde et ils en absorbent une autre. Clairement, on voit ce magnifique stylophora rose. Qu'est-ce qui se passe? Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la couleur rose, ça n'existe pas. Dans l'arc-en-ciel, vous ne verrez jamais de la couleur rose. Dans la nature, je suis pas sûr que ça existe. En tout cas, peut-être, mais bon. Si, la preuve d'ailleurs. Donc là, je dis une connerie. Mais en tout cas, dans l'arc-en-ciel, ça n'existe pas. Pour qu'un corail, un stylophora, devienne rose, il faut qu'il réfléchisse deux longueurs d'onde qui vont se mélanger, que visuellement, en fait, notre œil va comment dire, définir comme étant de couleur rose. Il faut qu'il y ait du rouge et également du violet. Donc, le corail avec des pigments non fluorescents va réfléchir ces deux lumières, ce qui fait que globalement, on va nous le voir rose. Mais on a beaucoup de coraux qui ont besoin, en fait, de lumière rouge pour qu'on puisse les voir de façon colorée. On a également la même chose sur l'acropora Purple Monster, qui est un acropora hyper renommé, hein, surtout aux US. Hein.
bah, lui, il réfléchit le bleu et le rouge. Et c'est ça, cette couleur qui lui donne cette couleur pourpre. Donc concrètement, bah, si on ne met pas de lumière rouge, on ne verra pas ce type de coraux. Donc je vais tâcher de résumer. Et après, Jean-Louis, j'aimerais bien que tu me dises vraiment ce que tu en penses. Donc, je vais vous donner mes conclusions, mais aussi mes doutes, parce que là-dessus, enfin voilà, ça reste encore, il y a des zones d'ombre. Hein. Donc, si je dois faire une synthèse, je dirais que les oosantelles utilisent tout le spectre lumineux des UV au rouge. Via les pigments numéraires, la lumière rouge peut être produite par les oosantelles à partir de la lumière bleue. Autre phénomène, par différents mécanismes, la mycosporine, les xanthophiles, les pigments fluorescents, les coraux peuvent se protéger des excès de lumière UV, violette, bleue, vert et jaune. Puisque pour rappel, les pigments, ça a pour but également de réfléchir la lumière et donc de baisser la photosynthèse. Seuls les coraux à pigments non fluorescents peuvent se protéger de la lumière rouge. Par contre, on a quand même sans lumière verte et jaune, beaucoup de coraux ne seront pas colorés parce que eux, leurs pigments fluorescents, en fait, ils ne seront pas excités. Donc, si j'étais moi constructeur de rampes LED, je me dirais la lumière UV violette et bleue, avec une faute d'orthographe magnifique, excusez-moi, est la base de la lumière récifale. Ça, c'est vraiment la base. Un complément de rayonnement vert-jaune, c'est nécessaire pour la production de certains pigments fluorescents. La lumière rouge, quand je vois ça, moi, je dis qu'il n'y a aucune utilité biologique pour un corail, mais permet de voir visuellement les coraux à pigments non fluorescents qui réfléchissent le rouge. Donc, si j'étais constructeur moi, de rampes LED, je mettrais un maximum en fait de LED bleu, et puis je compléterai par des LED blanches, donc de type 6500 degrés K, qui permettent d'avoir du vert, du jaune, du bleu, mais aussi un petit peu de rouge. Voilà ce que je ferai. Après, il y a deux questions qui se posent. Si une rampe a 5% de LED rouge, il y a beaucoup de rampes du marché qui ont une, deux LED rouges, on va dire 5%, 5 watts, 500 watts. Ben là, clairement, il y a un vrai débat sur la dangerosité de ces LED. Quand on voit comme qu'il y a beaucoup de fermes de corail qui l'utilisent à 25%, on peut se dire qu'il y a peut-être un risque. Également, on voit comme que Jack Adams là, donnait des conseils là, récemment à un gars là, justement sur ses rampes LED, et il disait fais super attention avec tes LED rouges parce que comme en fait elle est unique, ok, mais il y a une lentille qui va un petit peu concentrer en fait le flux et concrètement, en fait les coraux qui vont être positionnés uniquement sous cette LED rouge, ils vont souffrir par les mécanismes qu'on a pu voir auparavant. Voilà. Et après, moi, la question que je me pose, c'est que biologiquement, on voit comme que les LED rouges n'ont aucune utilité. Est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement pouvoir n'éclairer qu'en bleu? Par contre, en sachant que si on fait ça, on va perdre les pigments fluorescents émis par une lumière de verte et jaune, et également certains coraux à pigments non fluorescents, ils ne seront pas excités. Et puis également, ça va super modifier la couleur de nos poissons. Là, voilà. Il y a une remarque de Carlos. La lumière blanche possède tout le spectre lumineux et donc est susceptible de renvoyer la couleur naturelle des coraux placatifs. On est d'accord. Voilà. Elle le renvoie parce qu'en fait, elle comporte tout. C'est exactement ça. Elle émet, en fait, elle réfléchit des couleurs que nous, on va voir. D'autre part, moi, j'avais, comme tout le monde le sait, j'avais une rampe Alpheus. Et c'est quoi, le Pocillo rose, c'est ça que t'as mis, un Pocillo rose. Il était rose, sans lumière jaune, verte, machin, il était rose de chez Rose. Mais tu avais la lumière blanche, tu avais des LED blanches. Tout à fait. Donc avec des LED blanches à 6500K, on n'a pas besoin, a priori, de mettre des LED vertes et jaunes. C'est exactement ce que je dis. Voilà, on est d'accord. Jean-Louis ? Et juste, petite remarque comme ça. Parce que quand on parle des lumières rouges, quand tu reviens dans ta présentation, tu parles de lumières rouges qui sont utilisées par les oxantelles. Et ça, je pense que c'est un rouge à 660 nanomètres qui est lié, si tu veux, globalement au chlorophylle. C'est ça. Donc, c'est un rouge à 660. Le rouge à 660 dans une lumière blanche, il va être très très faible. C'est ça, 670, 680, là, c'est ça qui est indiqué. Voilà. Donc,
on est sur des, voilà, sur des pointes, je dirais, de sensibilité dues au chlorophylle. Et ce 660 nanomètres dans une LED blanche, il va être très très peu présent. D'accord. On va avoir plutôt un rouge qui va être, enfin, on aura un peu plus de rouge à 620 nanomètres. Alors la LED blanche n'est pas un spectre parfait, hein, non plus, hein. C'est pas du blanc solaire. 6500 Ok. Kelvin, c'est la température effectivement de la lumière blanche du soleil. Mais la LED, c'est quand même pas une reproduction du spectre parfait. On a un pic, alors sur une 6500 Kelvin, on va avoir le pic 450 nanomètres, qui est la LED bleue de base de la LED blanche. La LED blanche va avoir une émission à 450 nanomètres qui va être prononcée et va émettre par fluorescence une bosse assez large, mais qui est centrée sur, on va dire, entre 500 et 500, si on veut faire large, entre 500 et 600 nanomètres. Mais en deçà, on va avoir un affaiblissement. Alors, une LED blanche va manquer cruellement de rouge à 660 et au-delà, hein, va avoir très peu de longueur d'onde au-delà des 650 nanomètres. Et, et il va avoir également un gros défaut, c'est qu'il va y avoir un gros manque dans le qui est un bleu proche des 500 nanomètres. Entre 470 et 500 nanomètres, on a un gros creux avec une LED. Alors, est-ce qu'il faut une LED rouge? Je suis un petit Alors, peu d'accord avec toi. La LED rouge, si on en mettait du rouge à 660 nanomètres, d'ailleurs, hein, ça serait un rouge à 660 que j'ajouterais et pas un rouge à 620 nanomètres, sauf si on veut juste voir la lumière réfléchie par un corail, qui va absorber toutes les longueurs d'onde, sauf ce qui va le rendre visible. Et donc là, un 660 nanomètres, il en faudrait très peu, parce que naturellement, dans le biotope, il y en a très très peu. ok. Et, euh, et, et je suis tout à fait d'accord avec la dernière remarque que tu as fait là, avec si on met des LED rouges, très peu de LED rouges, ça va être très mal distribué dans l'aquarium. C'est-à-dire qu'on Tout aura à fait. une LED rouge par-ci par-là, et c'est pas très raisonnable parce que on aurait besoin d'un rouge qui serait diffusé partout, mais ça, techniquement, on ne saurait pas le faire. Voilà. Ou il Donc faudrait des micro-LED de voilà. 0,5 watts distribués un peu partout, quoi, en gros. Et globalement, ça coûterait très cher pour un C'est intérêt ça. qui me semble pas très pertinent. Donc, le rouge n'est pas facile à faire, n'est pas très intéressant. Donc, il y en a peu qui se lancent dans le rouge, sauf de ci, de là, une petite LED dans un projecteur. Mais à ce moment-là, c'est vrai qu'on ne peut pas dire il y a 5% de rouge parce qu'il y aura peut-être une partie beaucoup plus forte à un endroit et très très faible à l'autre. Donc, C'est ça. c'est pas très homogène, pas Et facile à en faire. gros, ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être positionner, si tu avais un corail qui en fait est réfléchi, donc un corail à pigment non fluorescent comme un stylophora qui réfléchit Alors, beaucoup de lumière rouge, il faudrait plutôt le alors, mettre plutôt sous la LED rouge. alors, là, par contre, la LED blanche, elle va faire quand même son boulot. Elle va envoyer Oui, du rouge, elle va envoyer du rouge qui ne sera pas à 660 nanomètres, mais qui sera un rouge. On a du rouge à partir de 620 nanomètres à peu près, hein. Donc, entre 620 et 640 nanomètres, on aura un peu plus de puissance. Et le rouge, on va le percevoir. La LED blanche, d'ailleurs, nous semble assez acceptable à notre œil, parce que, je dirais, on perçoit quand même relativement correctement les couleurs. Mais Ouais. il faut faire attention, quoi. Le capteur, entre notre capteur d'œil qui permet de voir les couleurs et les mécanismes photosynthétiques, il y a quand même une grande différence. Et donc le corail, lui, c'est sûr qu'il ne voit pas la lumière comme nous, on la voit visuellement. C'est ok. Et donc, pas, toi, Jean-Louis, quand on parle, en fait, alors, il y a souvent un débat de personnes qui éclairent uniquement en bleu. Bon, comment dire, il y a un gars qui s'appelle Jason Fox, qui est vraiment le spécialiste des coraux éclairés uniquement sous bleu. Et a priori, quand tu regardes des vidéos qu'il a pu faire, il éclaire que sous bleu ou actinique. C'est une ferme de corail, donc il cherche quand même à produire des coraux en grande quantité, donc des coraux qui poussent. Et a priori, il n'y aurait pas de souci, à condition, bien entendu, d'avoir une intensité en part extrêmement malgré tout élevée dans ces couleurs-là.
Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu considères que si tu veux développer des pigments non fluorescents excités par le bleu, plus tu veux quand même une croissance maximale, est-ce que tu ne peux éclairer pratiquement qu'en bleu-violet ou pas? Alors, ce qui est sûr, c'est que nous, par le retour d'expérience de nos clients, montre qu'un éclairage bleu peut être utilisé à des intensités supérieures à un éclairage qui contiendrait du blanc. Ça, c'est Sous le sûr. cycle des xanthophiles, qui Ouais, protège plus en bleu. voilà, on a ce retour d'expérience. L'éclairage bleu, du point de vue risque sur le corail est quand même assez faible. Donc, on peut jouer à éclairer assez fortement en bleu. Bleu 450 nanomètres, hein. Bleu royal. Bleu royal, voilà. Jean-Louis, excuse-moi, je te coupe, ça me fait penser à une remarque qu'avait faite Vincent Chalias depuis sa ferme de corail, là, à l'époque. Il éclaire maintenant pas au niveau de la pousse des coraux. Les coraux chez Et lui, voilà. les coraux chez lui poussent dans la mer, sur des tables, mais juste avant le départ chez les grossistes. Il éclaire en bleu, et il avait fait cette remarque, il avait dit, avant de les envoyer, il faut qu'on les colore. Donc, pour les colorer, qu'est-ce qu'il fait? Il a mis des barres LED Vitamini bleu, que du bleu. Donc, il dit, je colore les coraux. Soit, d'accord. Il colore les coraux. Donc, il va envoyer les coraux. Mais les coraux sont-ils colorés ou est-ce qu'on les voit colorés? C'est-à-dire quand ils Ah vont non. arriver, voilà, quand ils vont arriver chez l'importateur, ils vont rester colorés, même Ah s'ils beh, sont plus sous bleu, ou mais ils seront. Ah ah non. ah non, 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 Non. voilà, il faudra que l'apportateur maintienne, cet éclairage, Voilà. bleu qui a permis leur Donc, ça coloration, hein. veut dire qu'on achète des coraux qui sont colorés sous barre LED. Il dit, je colore les coraux qui sortent de la mer avant de les importer. Mais toi, tu les achètes après, t'éclaires moins bleu ou t'éclaires avec Et truc, et t'as pas les mêmes couleurs bah Non, non, obligatoirement. mais attends. forcément, hein. Un truc, il faut se rappeler, c'est que plus tu éclaires un corail, plus il est coloré. Donc lui, il fait ça. Il les éclaire avec une longueur d'onde spécifique bleue, mais il les éclaire en quantité. Parce que Oui. sinon, il ne va pas développer la fluorescence. Mais il les éclaire avec une longueur d'onde spécifique qui vont exciter les pigments fluorescents qui... Non, mais ça, j'ai compris, Xavier. Mais toi, une fois que tu excites plus les pigments Ah dans bah, ton bac, le corail, il reprend sa couleur normale. exactement. Alors, Oui. alors, si tu Non, veux, mais je fais cette remarque pour tous les gens qui nous j'ai bien regardent. compris, Eric. C'est pas Mais pour moi, moi j'ai bien compris l'histoire. Hein, Eric, je mais vais être précis. Je vais être précis. J'ai compris que tu as compris, hein, t'inquiète pas. Ce que je veux dire, c'est que pour qu'un corail développe un pigment fluorescent, il doit être éclairé en quantité par la lumière qui va l'exciter le plus. Et là, il va produire des pigments. on est d'accord. Donc, lui, ce qu'il cherche à produire des pigments, après, visuellement, en fait, le corail arrive dans le marchand. Si le marchand met une autre lumière, les pigments vont être moins excités, ils vont baisser en intensité. Et ça sera pareil chez toi. Donc, tu es obligé de maintenir le même type d'éclairage, donc extrêmement bleuté, avec les longueurs C'est-à-dire d'onde que bleutées ça et en soit intensité. Chalias ou Jason Fox, tu veux le corail de Jason Fox qui pète de couleur et machin, tu l'achètes, mais tu te dis, je l'achète, mais il faut que mon bac il soit bleu, quoi. Point barre. Exactement. Sinon, au fur et à mesure, il va perdre de son intensité, puisque les pigments vont pas être excités. D'accord, on est d'accord. Excuse-moi, Jean-Louis, je t'ai coupé la parole. Non, non, pas du tout, c'est très bien. Non, non, mais Donc, j'ai fait cette remarque parce que les gens s'imaginent, ils voient des super photos de super coraux éclairés en bleu, ils se disent putain, ce qu'il est beau, ils l'achètent, ils le mettent sur leur éclairage, et après ils se disent bah non, il n'a pas les couleurs que j'ai vues sur la photo, comment ça se fait? Parce qu'ils n'ont pas le même éclairage, ils n'éclairent pas en bleu de la même manière, et voilà. et puis, en bleu, tu as quand même le mécanisme de fluorescence qui va être visible et qui a beaucoup d'attrait également, hein. Tout à fait. Donc c'est aussi bon, maintenant l'éclairage bleu, alors effectivement, hein, encore une fois, nous constatons que l'éclairage bleu est efficace, qu'il ne pose moins de problèmes finalement qu'un éclairage blanc. Mais en même temps, il est assez peu naturel aussi. Donc, je comprends également que des aquariophiles soient intéressés par des aquariums qui présentent
un aspect plus naturel que cet aspect très Voilà, bleuté avec là, il y a Tai qui dit, Tai qui a fait une chaîne, qui est co-admin sur le groupe et qui a sa chaîne, il dit, oui, c'est coloré par le cultivateur, exemple Jason Fox, mais c'est censé être stabilisé pour la vente. Moi, je comprends pas comment on peut stabiliser la couleur d'un corail Non, pour mais une vente. quand il a vendu, le truc, il est coloré. Après, le problème, c'est quand tu vois une photo qui est toujours prise dans des conditions super bien, avec les filtres qu'il faut, avec le niveau de saturation qu'il faut. Et des fois, tu peux avoir un peu tromperie sur la marchandise. C'est-à-dire que la photo que tu vois est peut-être pas tout à fait ce que tu verrais toi à l'œil nu, même si tu allais chez le marchand. Non, mais indépendamment de la photo, c'est un truc que je comprends pas comment on peut stabiliser la couleur d'un corail. Vu que la couleur va varier, il ah suffit oui, qu'un paramètre varie, il suffit que la lumière varie, il suffit que n'importe quoi oui, varie. Après, c'est ah sûr oui, que parce que en plus, c'est effectivement multifactoriel, la coloration. Là, on n'a parlé que de l'éclairage, mais il y a plein d'autres facteurs. Tout Donc, à en fonction fait. des conditions de ton bac, et ça dépasse clairement le cadre d'éclairage, tu n'auras pas du tout la même coloration. Ça serait trop simple, quoi. Donc, en gros, tu as un mec, il va super bien cultiver le corail, tu le récupères et à vie, il est coloré. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Parce que non, là, on non, a il faut. parlé que de l'éclairage, mais il faut savoir que l'éclairage, évidemment, est lié aux autres paramètres du bac. Ah Voilà, oui. ouais. Évidemment, Moi, évidemment, on en a pas. je conseille de faire l'inverse, hein. Il faut mieux choisir des coraux marrons dans les aquariums des marchands et les rendre colorés chez soi, plutôt que de prendre un corail super coloré qui effectivement, c'est un organisme vivant. On ne va pas lui demander de rester à la couleur d'achat. On sait tous pertinemment que les coraux ont une grande variabilité de couleurs, hein, selon leur environnement. De toute Donc, façon, au bout de 2 mois, le corail, ça va complètement dépendre des conditions de ton aquarium. C'est voilà. que même si tu l'achètes hyper coloré, si ça lui va pas, pour des raisons spécifiques, hein, il sera pas coloré au bout de 2 mois. Voilà. Et là, ce que dit Carlos, c'est vrai. Les coraux placatifs, c'est-à-dire, on va réexpliquer, c'est les coraux qui n'ont pas qui ne fluorescent pas en réalité. Un corail non fluorescent, c'est-à-dire qu'il ne développe pas de pigments de fluorescence, vous l'éclairez sous bleu, ben, il va être bleu. C'est Ah tout. bah Ouais, là, ouais. là Voilà. effectivement, et on va réfléchir que la lumière qui est émise, hein. S'il n'y a Voilà Voilà. pas de deux fluorescence, coraux à pigment non fluorescent. donc là, effectivement, il faut apporter, le plus simple, c'est d'apporter des lumières qui comportent un spectre large, donc c'est les LED blanches. C'est ça. Sinon, tu les verras pas. Voilà, sinon on Voilà. les verra pas. Jean-Louis, tu as raison de dire qu'il faut acheter des coraux marrons. Et en plus, on Mais les c'est paye ça. moins cher. Autre chose, également, ce qu'il faut savoir, c'est que la couleur d'un corail. Alors, ça, je pourrais vous montrer ça. Il faudrait que je recherche en 2 secondes dans toutes mes notes. Je peux vous montrer la différence de coloration d'un corail à coraux à pigment non fluorescent selon l'intensité lumineuse. Et on voit qu'en fait, les couleurs varient énormément en fonction de l'intensité lumineuse. C'est pas ça. Je sais plus où je l'ai foutu. Je vais dire des conneries, je vais mettre trop de temps à le chercher. Non, je suis désolé, je peux pas. Ça va être trop long. Et ça Mais joue aussi. Donc, en gros, l'intensité lumineuse va non pas modifier uniquement la concentration de pigments, mais également la couleur pour les coraux à pigments non fluorescents. C'est complexe, hein? alors après, Donc, il y avait dans le spectre que tu indiquais, il y avait la zone qui est justement le creux d'une LED blanche. Il y a toute la zone cyan qui est efficace, hein, même le bleu à 470 nanomètres. Alors le bleu à 470 nanomètres, il est relativement acceptable à l'œil, mais les aquariophiles ont beaucoup de mal avec le vert, parce que Ouais. le vert donne un aspect pas très agréable à l'aquarium. Donc voilà. c'est vrai que on est aussi dans le compromis plaisir. Euh, Moi, je dirais que si je voulais vraiment avoir un spectre complet, j'essayerais de boucher ce cyan avec des LED à 490 nanomètres, mais le résultat visuel n'est pas très enthousiasmant. Ouais, Sinon, je pense que ça serait assez efficace et assez bien pour la santé des de coraux. l'aquarium. Ouais. Ouais. Là, il y a Carlos qui dit il y avait une étude de McKenzie. Enfin, il pense que c'est lui qui disait que l'éclairage acéphale devait avoir une base importante de bleu avec un spectre large. Bah, on Bah est là. oui, c'est à peu près la recherche de. Mais Et, encore, ça dépend, malgré tout. Ça dépend de ce qu'on veut comme corail. ouais, non. Jean-Louis, sur tes rampes, tu as 2 fois plus de LED bleu que de LED blanche.
Alors, ça dépend des générations, mais il faut se Enfin, méfier moi, parce sur que la 3, c'était ça en tout cas. oui, mais on utilisait des LED blanches qui étaient des LED blanches très puissantes, Ouais, qui étaient pilotées avec un courant plus important que les LED bleus. Donc, d'ac- le ratio n'était pas tout à fait le double. d'accord. On avait quand même pas mal de bleus. Nous, quand on a sorti cette première génération, hein, c'était en 2011, Ouais, j'ai eu la on numéro avait, 1. on était incendié parce que c'était excessivement bleu, quoi. Il y a des gens qui trouvaient que notre éclairage était bien trop bleu. Bah, on sortait des Et HQI, il faut dire, hein. voilà, on sortait des HQI et quand on faisait ça, c'était très mauvais parce que c'était très très bleu. Et maintenant, on nous dit, mais vous êtes un aquarium, c'est très très blanc, quoi. Donc Ouais. voilà, là actuellement, on glisse beaucoup dans le bleu. Alors, je voudrais quand même juste signaler que il y a aussi un autre problème avec l'éclairage bleu quand même. Faut pas Les le yeux? mettre totalement. Voilà, c'est les risques photobiologiques. Et je pense qu'il faut essentiellement préserver c'est les très jeunes enfants de ces éclairages bleus. Donc, l'éclairage bleu, chez Alpheus, nous, on conseille plutôt si on veut observer vraiment son aquarium avec beaucoup, beaucoup de bleu, c'est de le faire avec des niveaux d'éclairement très faibles. Donc, plutôt en fin de journée, lorsqu'on baisse la lumière Et quand les enfants sont couchés. et quand les enfants sont couchés. C'est vrai que les très jeunes enfants, ils ont un cristallin qui est très clair et l'éclairage bleu, heu, pour vous donner un petit peu le ce que c'est que notre vision, on va voir au niveau puissance à peu près, 20 et peut-être moins du flux lumineux dans le bleu par rapport à un éclairage qui est dans le vert. Donc le flux du bleu peut être très, très intense sans qu'on ait vraiment une gêne oculaire et qu'on ait besoin de détourner les yeux. Donc on peut regarder des lumières bleues à des niveaux très importants. Et ça, c'est parce qu'en fait, on n'a pas une bonne perception du bleu. On voit très D'accord, mal le bleu, on voit très mal le rouge, on voit très bien le jaune, le vert. d'accord. Là, j'ai un truc qui me passe par la tête, je le dis maintenant. Les gens qui cherchent des coraux fluorescents et qui achètent un corail, ils le mettent sur bleu et le truc est bleu, il n'est pas fluorescent. Si vous allez en boutique acheter des coraux, et il y a toujours sur vous une azurélite de chez Orphec, petite torche bleue, simplement une torche LED bleue et vous éclairez le corail que vous voulez acheter avec la torche. Et vous verrez s'il fluoresce ou pas. Alors c'est vrai qu'avoir un aquarium éclairé bleu, ça impose quasiment d'avoir des coraux fluorescents. Bah Si on ouais. a un aquarium, éclairé bleu et qu'on a des coraux non fluorescents, comme tu le faisais remarquer, ils vont paraître, noirs, hein, quasiment, ils vont disparaître dans le décor, on va pas les voir. Donc il Ouais. y a que les coraux fluorescents qui émettent du bleu, qui absorbent du bleu et qui réémettent dans des d'autres longueurs d'onde, des longueurs Jean-Louis, d'onde. j'ai une question il y a deux questions. Euh, Vers quel âge les enfants sont mieux protégés pour regarder du bleu? Il y a un âge? Non, il n'y a pas d'âge. Alors, l'ANSES parlait de 10 ans. 10 ans. D'accord, merci. Et autre question, je sais pas de quoi il parle, Carlos, mais c'est pour toi, Jean-Louis, hein, il a précisé pour toi. Effet Emerson. Ouais. L'effet Eff- Emerson, Effet Emerson en récifal, mythe ou réalité? moi je dirais plutôt mythe, hein, parce qu'on parlait des lumières rouges. L'effet Emerson, en fait, Emerson, c'est 2 types de rouge. C'est, un rouge à 660 et un rouge à 730. Et l'effet Emerson est très documenté, sur tout ce qui est horticole. Ouais. On voit que, l'effet Emerson permet d'avoir un meilleur rendement en associant du rouge à 660 et une part de rouge à 730. Pas tellement D'accord. dans le même ratio que dans la nature, mais il suffit d'apporter, 15 ou 10 d'éclairage rouge à 730 pour booster la photosynthèse, du 660 nanomètres. Là, c'est bon à Les savoir pour les gens qui cultivent des trucs illicites. Bah, ça, ils le font tous, hein, Ah, d'accord. ça, c'est largement utilisé, quasiment tous les éclairages horticoles contiennent du rouge à 660 et une petite partie de rouge à 730 nanomètres. Le rouge à 660, il est déjà quasiment, absorbé, après, quelques mètres de profondeur. Le rouge à 730, c'est encore pire.
Et donc là, après 1 Mmh. mètre, il y a plus le rouge à 730, donc l'effet Emerson, pour moi, s'il existe, il existe à dose homéopathique, qui sont, voilà, qui sont pas très très intéressantes à gérer, quoi. D'accord. Ok. Apporter un rouge à j'ai même vu des rampes LED où il y avait du rouge à 810 nanomètres, c'est quasi enfin, c'est de l'infrarouge, là, carrément. C'est à Et peu donc ça près chauffe en plus alors. non, ça chauffe pas parce que c'est à peu près enfin, c'est à des faibles niveaux, hein. C'est à peu près les LED, qu'on a dans nos télécommandes, à infrarouge. Heu et là, je vois vraiment pas du tout l'intérêt, hein, si ce n'est marketing. Heu, D'accord. Là, je recherche une question de Yannick et puis on va peut-être libérer tout le monde. Pop, pop, pop. Alors, c'est une question de Yannick Devine tu connais pas Jean-Louis puisque tu n'es jamais sur les réseaux sociaux, mais Yannick, c'est quand même, je le nomme expert d'ailleurs du récif aussi, lui, hein, avec Carlos. Que pense Jean-Louis de la longévité des modules LED à dissipation passive? Bah, il y a pas de problème, hein, donc nous, on a essayé, si tu veux, d'estimer la durée de vie, lorsqu'on a commencé la série, on l'estimait entre 5 et 7 ans. Heu, Finalement, on revient dessus, hein, c'est largement les 7 ans et c'est certainement plus, hein, il y a de nos produits qui tournent depuis, plus de 7 ans et qui sont toujours efficaces. Ouais, 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 je Donc connais encore des gens qui ont des Radiometrix 1. le passif, ça fonctionne maintenant, ça fonctionne quand le dissipateur, quand on fait les choses très bien. C'est-à-dire qu'en fait, il faut le principe du dissipateur, c'est de faire une transmission de la chaleur de la jonction de la LED et à l'intérieur du composant, on va dire, jusqu'à l'air ambiant d'une manière la plus où la résistance thermique est la plus faible. Donc, toutes les étapes sont importantes. C'est-à-dire le circuit imprimé qui sert à supporter la LED, doit avoir des caractéristiques de transfert thermique, les meilleures. La pâte thermique, qui fait le lien entre le circuit et le dissipateur thermique, doit être aussi, efficace en ayant la plus faible épaisseur possible, et puis ensuite le dissipateur thermique, il doit avoir une surface, suffisante pour, voilà. Et donc tout ça, ça se calcule très facilement et Enfin, très facilement, très facilement. si ça c'est parmi les choses c'est plus simple de calculer la résistance thermique entre une jonction LED et puis, l'air ambiant que, Que de faire pousser un corail. voilà exactement. C'est beaucoup plus difficile de bien comprendre toute la biologie, du corail. Le transfert thermique, ça se calcule, ça se simule, voilà et puis après ça se vérifie même, hein, parce qu'on peut le mesurer et donc quand on fait les choses bien et que, on maintient les températures de jonction dans les domaines de fonctionnement du composant, bah, il y a aucun problème, ça fonctionne. Ouais. Xavier, t'as d'autres choses à raconter? Ah non, non, non. Eh ben, écoutez, il y a Taï qui te complimente et moi également et tout le monde, Ouais, oui, j'imagine, c'est pour vrai, le c'était une travail exceptionnel que tu as accompli, Xavier. Merci. Euh, on a appris pas mal de choses, ouais. C'était on a appris beaucoup de choses, beaucoup de choses. Jean-Louis, même si on a eu que ta voix, ouais, ce qui est déjà miraculeux ça fait des années que je te dis viens, on fait un truc, tu me dis non, je veux pas, et là tout d'un coup tu dis oui, j'en reviens pas. Je te remercie énormément de ta présence parce que de rien. t'as consacré quand même combien? Quelle heure il est? Ah ouais, pratiquement 2 heures. Hein, t'as consacré une soirée à causer éclairage et à nous éclairer de tes Pas du connaissances. Euh, et Xavier, merci, merci, merci. Et merci Avec grand Jean-Louis. plaisir. Merci Ouais. aussi. Merci, merci. L'entretien sera évidemment disponible sur la chaîne YouTube. Donc, sur le récif, on publie pas partout dans tous les groupes de la Terre pour dire qu'on fait un live. Donc, c'est le bouche à oreille. Faites du bouche à oreille parce que franchement, Xavier fait un super boulot qui mérite d'être connu, Mmh. reconnu. Nos lives sont intéressants en général. Donc partagez, filez le lien YouTube quand ça sera sur la chaîne et puis va passer de bonnes vacances, bonne soirée. Xavier, merci beaucoup.
Avec grand Jean-Louis, plaisir. À très bientôt, Eric. Au revoir, Jean-Louis. À bientôt. Merci Au beaucoup. revoir. Jean-Louis, merci beaucoup. Et puis, tâche de C'est moi qui vous réparer ta remercie. caméra pour le prochain live. Hein. Voilà. Voilà. Hein. Je vais essayer de comprendre là. Ouais, Tu vois. t'essayes de comprendre qu'on te voit quand même. Voilà. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne soirée, de bonnes vacances. Et puis, à très, 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 très bientôt. Salut les amis. Merci à vous. Ciao, ciao, Merci. ciao. Au Ciao, revoir. ciao. 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 Salut.